Vous savez, c'est les 100 ans de l'ACFAS. Vous avez sûrement entendu parler, j'espère, de cet anniversaire dans les grands médias, mais la balado va en parler également. On a un partenariat avec l'ACFAS. Il y aura 2 épisodes. Ça, c'est le premier. Il va en avoir un autre au début de la saison 6. Mais là, celui-là va se pencher sur un livre magnifique qui est paru il y a quelques semaines. Oui, voilà. Faire connaissance, 100 ans de science en français aux éditions Cardinal. Et j'ai avec moi 3 personnes qui ont participé à l'élaboration de ce livre. J'accueille Louise Bienvenue. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà parlé, nous? On s'est déjà parlé. Sur les collèges classiques. Eh oui. Quel épisode intéressant. Ben, j'ai beaucoup aimé discuter avec vous. On a presque eu le goût de s'inscrire au collège classique. Presque. J'ai également... attendez, je suis toute perdue dans mes feuilles. J'ai beaucoup de feuilles. Claudia Rabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes au doctorat ou vous avez fini? J'y suis encore. Vous êtes doctorante en études littéraires à l'Université Laval. Eh oui. Vous êtes membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Vous travaillez sur... Je travaille sur Jeanne Lapointe. Voilà. J'écris sa biographie intellectuelle. Voilà. Et là, on va en parler. C'est une des femmes qui fait partie de ce livre Faire connaissance. Et on a également Alexandre Klein. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà parlé, nous aussi? On s'est déjà parlé. Ça, j'aime ça. Ça veut dire que la balado prend du coffre parce qu'on réinvite des gens qu'on a aimés. Et puis qu'on est content de revenir. Oui. Ouais. Vous avez fait partie, entre autres, du comité qui a élaboré ce livre-là. Mais là, on va parler du livre, mais on va surtout parler de la part des femmes dans l'histoire des sciences au Québec. Parce que moi, quand j'ai reçu ce livre-là, j'ai eu envie de faire un épisode avec l'ACFAS sur le livre parce que ce qui m'a frappé, c'est le nombre de femmes dont moi, en tout cas, j'ignorais la part dans l'histoire des sciences au Québec. Et j'ai l'impression que c'est un désir aussi que ça paraisse. Tout à fait. Puis en effet, c'est une volonté de la part de l'ACFAS puis du comité scientifique que je représente aujourd'hui d'avoir une représentation assez équitable, ce qui est aussi difficile puisque le livre est séparé en époques, donc il y a des époques où évidemment il y a un petit peu moins de femmes, mais on a quand même été vers un 50, quasiment 50-50% de femmes et d'hommes. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait de la science et simplement on les a oubliées, ou alors les biographies sont en cours d'écriture. C'est ça dans le fond, c'est qu'elles étaient là. C'est pas, on force pas, parce que je sais qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire, bon, c'est bien, 2023, l'inclusion, on essaie de mettre... Elles étaient là, mais on sait très bien, comme dans bien des domaines, qu'elles ont été invisibilisées. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui faisaient de la science, et simplement, c'était pas leur nom qui était sur les articles, c'était pas leur nom qui apparaissait dans les congrès, c'était soit les directeurs de laboratoire, soit les patrons qui faisaient apparaître leur nom. Et donc, les femmes étaient là, elles ont fait de la recherche. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a un courant de l'histoire des femmes qui s'intéresse de plus en plus depuis plusieurs... peut-être dizaines d'années maintenant, aux femmes en sciences, et donc on les voit réapparaître. C'est certain qu'il y a du travail à faire et qu'on est en train de faire. Il y a tout... Comme biographe, là, je pourrais parler de ce courant-là auquel j'ai conscience d'appartenir parce que il y a comme une volonté de réhabiliter des figures oubliées, là. Puis c'est dans l'idée un peu de faire une histoire intellectuelle, histoire littéraire, histoire des femmes, histoire sociale, qui serait plus complète, plus juste, en réunissant comme 2 trames qui ont toujours été parallèles, puis qu'on essaie de mettre ensemble parce qu'elles ont été en inter-influence dans l'histoire. C'est pas 2 mondes séparés, 2 solitudes. On est dans ce courant-là de réunir les 2 côtés. Je suis d'accord avec toi, Claudia. Puis je dirais cependant que participer à ce travail de mise en valeur du rôle des femmes en sciences dans les disciplines scientifiques de connaissances, c'est aussi se poser des questions sur qu'est-ce que c'est la science? Oui. Qu'est-ce que c'est faire de l'histoire des sciences? Je prétends pas être une historienne des sciences, là, j'appartiens plus au courant de l'histoire des femmes, mais je m'y suis plongée en m'intéressant à Marie-Claire Develue, on va en parler tout à l'heure. Mais ça force à réfléchir à nos catégories quand on travaille à cette réhabilitation-là. Et parce que, soyons clairs, moi, je travaille sur les années du début du 20e siècle. Il y en a pas des tonnes. Et celle sur qui je travaille occupe une position quand même marginale dans le champ de la connaissance. Mais pourquoi cette marginalité-là? Qu'est-ce qui fait? Quelles étaient les conditions de production qui font qu'elle n'a pas nécessairement accédé à la même notoriété, même reconnaissance que ses confrères masculins, qui étaient peut-être aussi talentueux et savants. Mais en fait, elle partait pas du même pied sur le plan des possibilités, des conditions. Ne serait-ce que sur le plan de l'accès aux études supérieures, on est ailleurs. Mais je dirais que c'est ça nous force à voir aussi le champ scientifique comme un écosystème
plus que comme comment dire, on fait moins une histoire des sciences où c'est la figure individuelle du grand chercheur dans son laboratoire seul qui, par la force de sa pensée, de son intelligence, sa créativité, son innovation, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de grande figure, faut pas aller dans le sens contraire, je crois, là, mais ça nous invite à voir des rôles secondaires, des petites mains, comme dirait la sociologue Françoise Baquet. Tout ce monde qui gravite dans le milieu de la science et qui contribue à faire émerger la connaissance dans une dynamique collective. Ouais. Et puis d'ailleurs, c'est souvent une stratégie des femmes qu'on a vues dans les travaux en histoire littéraire, surtout les alliances, les affiliations entre elles, c'est leur façon d'avoir travaillé. Les amitiés féminines aussi qu'on voit émerger quand on s'intéresse à ces sujets. Dans le fond, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on retient des figures scientifiques, c'est aussi un miroir des sensibilités de l'époque, d'une certaine façon? Oui, tout à fait. Il y a des... En fait, ce qu'on retenait, je sais que ça a l'air d'une évidence, mais je suis pas sûr que ça l'est tant que ça. Ce qu'on retenait des grandes figures d'une certaine époque, les critères vont changer selon les époques. Oui, l'histoire des sciences se transforme à mesure que la science et que la société évoluent. Plus plus la société est inclusive et plus elle s'intéresse à d'autres personnages, plus l'histoire des sciences va aussi suivre ça. Puis Louise l'a un petit peu dit, mais c'est cette idée-là aussi qu'on s'est longtemps intéressé aux hommes qui écrivaient des grands textes, puis qu'ensuite on a compris qu'il y avait d'autres gens à côté, qu'il y avait d'autres gens derrière, qu'il y avait d'autres pratiques scientifiques. Et à mesure qu'on a épuisé, c'est peut-être ces grands textes-là, mais aussi qu'on a ouvert le regard de l'histoire des sciences vers d'autres acteurs, actrices et d'autres pratiques, et ben on a été explorer ce qui pouvait paraître plus marginal, ce qui pouvait paraître plus à côté, mais qui est en fait souvent central dans la pratique de la science. Et donc clairement, on fait plus de l'histoire des sciences aujourd'hui comme on en faisait dans les années 70. Rappelons un peu le contexte de la création de l'ACFAS, donc l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Je le répète parce qu'on dit beaucoup l'ACFAS, puis souvent les gens savent pas ce que veut dire le sigle. Donc c'est en juin 1923, autour de Marie-Victorin. Il est au cœur en effet de ce processus-là, mais c'est aussi la volonté d'un certain nombre de scientifiques. C'est plusieurs sociétés savantes qui vont se réunir aussi pour créer l'ACFAS, avec l'idée d'affirmer en fait la recherche scientifique canadienne-française, de dire que les Canadiens français font de la science, partout ils au font Canada, de la bonne science. Oui. Faut pas l'oublier, à l'époque, il y a cette idée du Canada français et d'un océan à l'autre. Qui est toujours au cœur de l'ACFAS, de valoriser la francophonie hors Québec, bien sûr. Et donc cette volonté d'affirmer la francophonie canadienne en science et de dire on existe et on fait de la science, et on fait pas de la science en retard par rapport aux autres, on fait de la science à la hauteur de ce qui se fait dans le monde entier. Cela dit, il y avait quand même des disparités. Dans l'introduction du livre, on rappelle qu'en 1921, la Faculté des sciences de l'Université de Montréal comptait 10 professeurs. L'École des sciences sociales, économiques et politiques gérait un budget de 6 000 $. Bon, évidemment, c'était en 1921, mais quand même, on s'entend que c'était pas des millions. D'ailleurs, le livre a été subdivisé en 3 grandes époques qui correspondent à des grands jalons, en fait, du développement des sciences canadienne-française, 1923 à 1950, 1950 à 1989 et 1989 à aujourd'hui. Comment on fait un livre comme ça, d'ailleurs? C'est très compliqué, parce qu'il faut qu'on choisisse 50 personnes qui ont fait de la science pendant 100 ans au Québec et dans la francophonie canadienne. Et il faut que alors, l'enjeu, on en parlait tout à l'heure, des hommes et des femmes a même pas vraiment été un enjeu. C'est plutôt l'enjeu qu'il faut représenter à la fois quasiment la majorité des disciplines. Oui. Et aussi une bonne partie des universités ou des centres de recherche différents. Oui. Et c'est peut-être là que ça devient le plus difficile. Donc c'est beaucoup de gens différents qui discutent pendant longtemps de qui on va exclure. Ouais. Voilà. C'est pas une science, en fait. C'est pas une science exacte de choisir. Mais en même temps, c'est complètement de la science parce que c'est un consensus discuté et rationnel et argumenté entre des scientifiques. On était des scientifiques de différentes disciplines, de différents âges et de différents genres, qui avaient chacun ses intérêts propres, et on a discuté clairement de manière rationnelle, et c'est souvent l'argument rationnel qui l'a emporté, de dire voilà, si on choisit entre 2 sociologues, si on choisit entre 2 grands historiens québécois, pourquoi on doit choisir celui-là et pas celui-là? Bon, moi j'ai envie tout de suite de parler de 3 figures importantes. On va commencer avec Marie-Claire Daveluy. Oui. Louise, bienvenue. Je rappelle, vous êtes professeure titulaire au département d'histoire à l'Université de Sherbrooke depuis 2001, spécialisée en histoire du Québec et du Canada au 20e siècle. Vous étiez venu nous parler des collèges classiques. Vous aviez écrit un livre, entre autres, avec un collectif. Oui, c'était pas un collectif. On était 3 auteurs. Voilà. Christine Hudon, Olivier À partir Hébert. de combien de personnes est un collectif? Un collectif... C'est
c'est une bonne question, mais non, on assumait entièrement tout l'ouvrage. OK, c'est ça. C'est pas juste une collection de textes qu'on assemble. On n'a pas distribué les chapitres à différents auteurs. Voilà. Et donc, je trouve que Marie-Claire Daveluy, c'est un bon exemple. Moi, je la connaissais pas. C'est une des figures qui, je crois, fait en sorte que ce livre-là est si pertinent. C'est une historienne. C'est une historienne, mais c'est une historienne qui aura jamais gagné sa vie avec l'histoire parce que c'était impossible de le faire au moment où elle a œuvré, ni comme femme, ni comme homme, d'ailleurs. Voilà. Alors, elle a été pour gagner sa vie de métier bibliothécaire. C'était une femme qui n'était pas indépendante de fortune, même si elle appartient à la bourgeoisie montréalaise. Ouais. Et puis, elle a travaillé à la bibliothèque de la ville de Montréal, sur la rue Sherbrooke, pendant 27 ans, à partir de 1917. C'est son gagne-pain. Ça fait en sorte qu'elle est en contact avec les livres, la culture, mais l'histoire, c'est après le travail. Parce qu'on rappelle, la formation formelle à la recherche historique n'existe pas en 1917. Ça apparaît dans les années 40? C'est surtout dans les années 40, effectivement, que dans les universités francophones, on va se doter de programmes d'histoire, mais aussi de programmes d'études supérieures où on va former des chercheurs. On commence à en former seulement dans les années 40. Alors, au moment où elle est née en 1880, donc native de la fin du 19e siècle. Et elle est autodidacte comme l'étaient les historiens de l'époque. FX Garneau était... Aussi, oui. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprenait le métier. Ouais. C'est une pratique qui est en train de se disciplinariser. Je dirais pas professionnaliser, c'est un mot très chargé, mais qui est en train de se structurer. Ouais. Et c'est à travers les sociétés savantes, surtout à cette époque-là, qu'on réussit à créer une première communauté d'historiens, je ne mettrai pas au féminin, et où on discute entre érudits, entre savants, des textes anciens. Alors, on est à la manière un peu des sociabilités du 19e siècle prolongées, où on prend un verre de Porto, de sherry, on discute, on échange les connaissances. Il y a un vrai travail de mise en commun. Et donc, la plupart de ses confrères, si on peut dire, de l'époque, les Victor Morin, Édouard Z. Massicotte, Aristide Beaugrand-Champagne, Agédius Fauteux. Agédius, j'aimerais bien en reparler parce qu'il était important dans sa trajectoire. Agédius Fauteux aussi, qu'on appelait le Pic Mirandol du Canada français, tellement il était érudit et reconnu dans la société, la bonne société de l'époque. Et alors, ces gens-là étaient dans plusieurs associations. Ils étaient dans la Société historique de Montréal, mais aussi dans la Société numismatique, mais aussi à la Société royale du Canada. Ils se cooptaient un peu les uns les autres, la Commission des monuments historiques. Toujours un peu le même groupe. Numismatique, c'est les monnaies, là? C'est l'étude des monnaies anciennes, effectivement. Très associé à la vision qu'on avait à ce moment-là de l'histoire. Un métier du passé. Un métier du passé. Rares sont les numismates aujourd'hui. Surtout avec les bitcoins qui s'en viennent, visiblement. Absolument. Et donc, ces gens-là se côtoient, fraternisent, sont de bons amis, se cooptent. Ils ont même des sociétés informelles, la fourchette joyeuse, la société de la Rosse qui dételle. Alors, on voit bien qu'entre eux, ils s'amusent, ils prennent un verre, ils discutent en même temps de choses savantes, comme on le fait lors de bons soupers d'intellectuels. Mais, alors, c'est là qu'on voit que c'est une sociabilité uniquement masculine. Voilà, j'allais dire, c'est des boys clubs, là. C'est le boys club, en effet, et on va pas inviter une demoiselle, la célibataire qui était Marie-Claire Daveluy, à ses beuveries ou alors à ses rassemblements. Je fais un peu de caricature, mais il y a de ça, franchement, dans le travail d'inclusion-exclusion qui est à l'œuvre à ce moment-là. Elle a étudié au couvent de Schlaga, qui est un couvent quand même... bien réputé, un lieu de bourgeoisie, de distinction. Mais normalement, les filles qui étudient là, en sortant, alors, les choix qui sont devant elles? Ben alors, c'est pour se marier, généralement, qu'on fait d'abord des études qui sont pas très poussées, même si on est au couvent, et on apprend les règles de modestie, de bienséance, mais aussi la culture qui est une culture d'agrément, une culture qui nous aidera... Du savoir-vivre, de bienséance, Absolument. Comment recevoir. Oui, exactement. Et on apprend aussi le piano, parce que ça va dans l'esprit de la culture bourgeoise, du rôle des femmes dans le... Divertir son homme après le travail. Divertir son homme. Mais aussi, les religieuses, quand même, prennent au sérieux ce travail d'enseignement. Elles ont à cœur la transmission de la culture aussi. Et alors, elle pousse au plus loin qu'elle peut ses études, mais contrairement, encore une fois, à ses confrères
frères masculins, elle ne fera pas le collège classique, le cours classique, qui est la formation là, la plus réputée, et celle qui mène surtout aux études universitaires. Voilà. Elle est célibataire, donc elle doit gagner sa vie. Elle doit gagner sa vie. Elle n'est pas indépendante de fortune. Sa famille a eu des revers de fortune. Et elle vit avec sa sœur, Regina. Et donc, elle doit donc effectivement avoir son gagne-pain. Mais c'est quelqu'un, manifestement, qui a une grande volonté de réalisation de soi et volonté de participer à la culture et elle est très nationaliste. Oui. Et tout son engagement envers le savoir, envers la lecture, qu'elle va beaucoup promouvoir, la lecture auprès des filles, qu'elle va beaucoup promouvoir, tout ça est teinté d'une soif de rehausser le niveau culturel des Canadiens français et des Canadiennes françaises. Et j'ajouterais que c'est une féministe. Oui. Elle est... Avant la lettre? Ben, pendant le début de la lettre, disons-le, parce que on est pendant le premier mouvement des femmes du tournant du 20e siècle, celles qui, entre autres, revendiqueront le droit de vote. Ouais. Et donc, le premier discours qu'elle prononce en 1912 porte sur le suffrage féminin. Ça, c'était lorsqu'elle était au sein de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui est une des premières organisations féministes. C'est le premier mouvement ou organisation féministe francophone. Francophone, oui, voilà. Le Montreal Local Council of Women sera en 1893 le premier anglophone. Vous dites c'était très nationaliste, mais c'était l'époque. Hein? Je dis, personne ne faisait de l'histoire autrement qu'avec ces idéaux nationalistes. On peut dire que la discipline historique se constitue en même temps que le nation building, comme pour le dire en anglais, là, en même temps que l'affirmation nationale, et ça, c'est pas propre au Québec, là, c'est de manière occidentale, au moins, oui, tout à fait. Donc, on fait l'histoire de sa nation, on met en valeur les héros nationaux, c'est la façon de faire, et par contre, ce qui est intéressant, quand on voit émerger les premières historiennes féministes, les premières historiennes pas nécessairement féministes, mais c'est de voir comment... Il y a quand même une nuance. Oui, quand même. Oui, il y a une bonne nuance. Oui. Mais alors, c'est de voir comment elles vont parfois changer les objets de l'histoire. Donc, elles vont s'intéresser entre autres aux femmes et pas nécessairement toujours dans la perspective nationale qui est dominante à l'époque. À la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, il y a une certaine présidente, Marie Gérin-Lajoie, qui va accorder une grande crédibilité intellectuelle à Marie-Claire Davet-Lui. C'est un peu ça qui étincelle chez elle. Absolument. Je pense que la trajectoire de Marie-Claire Davet-Lui s'explique beaucoup par la confiance qu'elle aura reçue de Marie Gérin-Lajoie, mère, là, parce qu'il y en a deux, Marie Gérin-Lajoie, et qui est, comme vous l'avez dit, la présidente de l'association, et qui va repérer chez elle une femme qui est drôlement bien articulée, une femme qui peut être utile à l'organisation et elle la sollicitera à plusieurs occasions pour toutes sortes de rapports, mais qui va probablement lui donner la confiance nécessaire pour qu'elle prenne parole, parce que c'est toute une affaire. Dans les couvents, là, on apprenait aux jeunes filles la modestie, la discrétion, le service des autres, mais prendre parole, s'affirmer dans une discussion intellectuelle, oser défendre ses idées, tout ça est loin d'être dans la socialisation qui est offerte aux filles à cette époque-là. Louise Bienvenue, je pense même qu'on a de la difficulté aujourd'hui à comprendre comment ça pouvait être difficile. Je pense qu'on peut difficilement... Parce que c'est encore difficile. Oui. Alors que le contexte... Je dirais qu'on porte cet héritage-là. En tout cas, moi, je suis dans la cinquantaine, mais il y a encore de ça. Ce complexe d'impostrice, là. Je sais pas si on peut le féminiser. Imposteur. Eh bien, je crois qu'il est porté par plusieurs. Mais franchement, certaines réussissent à le dépasser, même si tout converge pour qu'elle se taise ou qu'elle parle le moins possible. Est-ce que l'enjeu du vote des femmes, parce que Marie-Claire Davet-Lui a été très, très présente dans les grands combats de l'époque, entre autres le règlement 17, sur les écoles francophones à l'extérieur du Québec. Ah oui, absolument. Ça, c'est intéressant aussi, là, sur son nationalisme là, qui s'exprime, pour faire une histoire courte, le gouvernement ontarien limite considérablement l'enseignement offert en français ou le complique énormément, et c'est tout l'avenir des francophones en Ontario qui est en jeu. Et là, les Québécoises, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, à l'initiative d'une journaliste, Madeleine Huguenin, et de Marie-Claire Davet-Lui, vont se mobiliser, organiser un rassemblement à la Bibliothèque Saint-Sulpice, et donc aller porter secours à leurs sœurs de l'Ontario, qui sont les enseignantes, les mères de famille, et qui ont à cœur la survie de la francophonie en Ontario. Est-ce que c'est une cause qui a enflammé
tout le monde à l'époque, dans les milieux nationalistes. Absolument. Le Québec était largement mobilisé et on imagine à peine comment on pouvait vibrer autant à une cause qui, au fond, touchait la province voisine, mais on le disait tout à l'heure en parlant de la CFAS, la conception de la nation, à l'époque, faisait en sorte que l'Ontario nous appartenait. Était dans le Canada français. Était dans le Canada français et qu'il fallait porter secours à nos frères en danger et nos sœurs en difficulté. Le droit de vote des femmes va venir ébranler certaines choses chez Marie-Claire Daveluy. En fait, ça va être difficile de concilier ce féminisme qui l'habite et son nationalisme, parce qu'entre autres, Henri Bourassa va être très, très, très en défaveur du droit de vote. Absolument. Comme bien des gens d'ailleurs aussi. Mais Henri Bourassa est un tribun qui est respecté, qui est une autorité toute mâle et qui, lorsqu'il parle, il y a une portée. Il rédige en 1913 autour d'eux des éditoriaux qui sont virulents et qui est... dans le devoir. Enjoint les femmes à dans le devoir. Fait ce que doit, et les femmes devaient, au fond, rester à la maison, mais ne pas se mêler de politique. Alors, c'est un argumentaire sophistiqué à la Bourassa qui est développé, mais au final, l'idée est que les femmes n'ont pas leur place dans la sphère politique. Et Marie-Claire, qui est une jeune femme, dans la trentaine, début trentaine, lui écrit personnellement. Et j'ai retrouvé aux archives d'Ottawa, les archives nationales, les lettres qu'elle lui envoie. Et cher monsieur Bourassa, je tremble en vous écrivant. Je vous ai toujours admiré. Vous êtes le héros de Notre-Dame qui avait défendu notre nation. Et pour la première fois, je suis en désaccord avec vous. Et donc, ils ont une petite correspondance privée comme ça où elle déploie, un argumentaire, mais on sent. Et ça, je pense que plusieurs femmes de l'époque ont dû le ressentir, ce tiraillement entre l'adhésion à la défense de la nation, qui leur est chère, et aux valeurs catholiques qui lui sont intimement associées, et par ailleurs, cette cause nouvelle qui les interpelle, qui les fait tout à fait réaliser le contexte d'iniquité dans lequel elles œuvrent. Et donc, ce tiraillement entre le féminisme de Marie-Claire Daveluy et son appartenance à l'Église catholique et à la nation canadienne-française, je pense que c'est la dramatique de sa vie. C'est une difficulté qu'elle aura de concilier tout cela et qui fait en sorte qu'à un moment donné, elle semble un peu affadir ses revendications féministes. Elle va s'intéresser à autre chose. Cette question-là du droit de vote, les gens... Moi, ça me rappelle, à chaque fois que je lis quelque chose ou que je me replonge dans cette époque-là, je me permets de raconter l'anecdote parce que mon père est décédé, mais encore dans les années 80, quand il y avait des campagnes électorales, mon père disait à ma mère « Annule pas mon vote ». Oui, c'est resté, hein, ça? Dans les années 80. Ouais. Vote comme moi, là. Sinon, t'annules mon vote. Oui, mon vote. Oui. Alors, c'était un peu le legs de cette idée. 70 ans après la lutte, ça... Ah oui. Quand on pense les choses changent vite. C'est 1940, là, c'est ça. Oui. Au Québec. Oui. 1918 au Canada. Au Canada 19, moi 18, 17-18, 1916, aussi, il va y avoir le dévoilement d'un monument en l'honneur de Louis Hébert. Oui. Et... Oui. Alors, on est en train de préparer ce monument, de le concevoir. Au Parc Montmorency. Alors, à l'époque, il était déménagé, parce qu'aujourd'hui, il est au Parc Montmorency. Voilà. La statue existe encore. Je crois qu'il était ailleurs initialement. Ouais. Et puis là, encore une fois, on voit... C'est Alfred La Liberté, le sculpteur. Oui, c'est ça. Donc, quelque chose de magnifique. Oui. Et puis, mais Marie-Claire, à nouveau, s'insurge contre ce qu'elle voit comme représentation des bâtisseurs du pays, de la nation canadienne-française, la première famille canadienne-française. On n'était pas dans la décolonisation à ce moment-là. Eh bien, c'était Louis Hébert, Marie Rollet, son épouse, qui était venue s'installer à Québec et qui ont eu de nombreux enfants et une large descendance. Et alors, on fait un monument à Louis Hébert, ce qui choque considérablement Marie-Claire, qui dit, mais elle est toute importante, tout aussi importante, Marie Rollet, et comment ça se fait qu'on ne la voit pas? Et donc, elle va engager encore une fois, une correspondance avec le responsable du comité de commémoration, un certain Azéry Couillard-Després. Et celui-là, vraiment, on le sent très mal à l'aise. Il lui dit,
alors vous pourriez partir une souscription pour faire un monument pour Marie Rollet à côté, qu'on mettrait à côté. Je sais plus quoi dire. Il dit, mais pour des questions esthétiques, ça aurait été difficile de mettre deux personnages en haut. L'équilibre ne l'aurait pas permis. Alors, il y avait toutes sortes d'arguments comme ça. Mais on voit qu'elle a cette sensibilité à la présence des femmes dans l'espace public. Oui. Alors, cette idée de commémorer, qui est c'est la manière de l'époque, là, les monuments et tout ça. Et on qu'on déboulonne aujourd'hui. Absolument. Chaque époque a ses manières de faire. Mais alors, elle est soucieuse que cette vague de commémoration-là soit autant de façons d'invisibiliser, c'est pas ces termes, mais au fond d'oublier oui, tout à fait. La participation des femmes à l'histoire nationale. Là, on est en 1916. 1917, elle est reçue... Ouais. Elle est enfin reçue à la Société historique de Montréal. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque? Est-ce qu'il y a un retentissement? Est-ce que, j'imagine qu'il y a des gens qui s'y opposent, mais elle y entre quand même. Donc, il y a des gens qui reconnaissaient absolument. Alors, son talent. Société historique de Montréal, qui est un lieu important, là, une société savante importante d'élaboration du savoir historique à l'époque. Comme je l'ai dit, faute d'institutionnalisation à l'université. Qui va venir plus tard. Du côté francophone, c'est ça. Pour elle, dans ces sociétés savantes-là, comme je l'expliquais, on est dans des confréries masculines, mais en même temps, quand on regarde les constitutions, là, rien n'empêche qu'une femme, il n'y a pas de règles qui... Interdit l'entrée des femmes. Interdit la mixité, effectivement. Et puis, donc, elle côtoie tout ce beau monde de manière informelle. Elle est souvent à la bibliothèque Saint-Sulpice. Elle passe son temps à lire les Relations jésuites, les écrits de Champlain, de Sagard. Elle fait son auto-formation, mais elle les côtoie. Et entre autres, Egédius Fauteux, qui en est le conservateur de cette bibliothèque. Et qui est vice-président. Et qui est vice-président. Donc, elle s'adresse à Victor Morin. Qui est président de bien des sociétés à l'époque, qui est un notaire, mais qui est un érudit, et elle lui demande l'admission. Alors, celui-ci la guide dans son parcours, lui dit, nos constitutions exigent que vous ayez 2 parrains. Il lui suggère d'être parrainé par, entre autres, Massicotte. La règle veut que tout ça soit adopté en comité. Là, quand on autour d'un cigare. Autour d'un cigare, et d'un cognac. Voilà. Je ne sais pas si ça buvait tant que ça dans les cercles canadiens-français de l'époque. Il y a peut-être des lacordaires là-dedans. Ça serait à creuser. C'est une question de recherche pour une éventuelle subvention. Alors, Victor Morin ne pose aucun bâton dans les roues de Marie-Claire, qu'elle voit bien. Je pense qu'il avait dû reconnaître chez elle là, toute cette érudition, et je vois moi dans mes archives qu'ils correspondent, qu'ils s'échangent des informations, telle date, telle affaire, tel document. D'égal à égal. Oui, enfin elle est plus jeune, mais oui, on est entre chercheurs, on parle, on aime ça, jaser de vieux papiers, tout ça, et puis on sent cette camaraderie. Alors normalement tout ça va de soi, hein, ça, un nouveau membre, tel confrère, mais oui, accueillons-le. Alors cette fois-là, ça ne fonctionne pas. Sa candidature est présentée en mai, mais il faut attendre jusqu'à la réunion de septembre parce que au fond on ajourne. Et alors donc il y a des tensions. Oui, mais tout indique là, les documents convergent, dirait-on, pour pointer vers Egédius Fauteux lui-même, qui aurait pas voulu accueillir justement dans cette fraternité une femme. Et c'est très clair. Et puis elle en parle candidement éventuellement plus tard. Elle qui est très peu mauvaise langue, en général, mais elle dira que c'était un antiféministe notoire et qu'il avait donc mis les bâtons dans les roues. Mais au fond, quelques mois plus tard, elle sera admise. Voilà. Et comme je l'ai dit, elle fera pas le circuit de toutes les sociétés. Mais elle est là. Elle est là, elle participe, elle est introduite. Et dans, justement, les publications de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, on verra ça comme une victoire. Une des nôtres accède à ce cénacle. C'est une nomination. Modèle. Oui, on la présente comme un modèle à suivre pour les jeunes femmes et une ouverture. Et lorsqu'elle fait son discours d'intronisation, elle est très consciente qu'elle ouvre la porte à d'autres femmes qui viendront après elle. 2 ans plus tard, 1919, premier ouvrage sur l'orphelinat catholique de Montréal. Oui. Ça va être sa spécialité, dans le fond, Ville-Marie, l'histoire de Montréal. Absolument. C'est une historienne, une grande spécialiste de la Nouvelle-France, de Ville-Marie plus particulièrement, du 17e siècle. Mais elle touche aussi à autre chose. Et là, manifestement, c'est une commande qui lui a été passée à travers justement les œuvres de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. C'est une monographie d'institutions charitables, comme on en voit d'autres. Mais quand on la lit, on est frappé du degré de rigueur qui est présent, de sa volonté de tout affirmer en ayant un document à la main, en reproduisant
les pièces en montrant, en faisant son travail d'historienne, qui est celui de documenter, de croiser les sources, d'attester. Alors, elle a cette volonté, cette aspiration savante qui est très nette. Et donc, elle publie cet ouvrage-là, qui est fait à la manière quand même ancienne aussi. Oui. Là. Bon, on présente les femmes de l'élite qui sauvent les petits orphelins. Ouais. Bon, alors tout ça est assez lourd en sirop. Ouais. Mais on voit à travers cet ouvrage déjà se manifester son souci de mettre en valeur les femmes dans l'histoire nationale. Sans elles, rien n'aurait été possible. C'est un peu ça la thèse. La volonté d'édifier les jeunes femmes contemporaines qui ont tendance à oublier les bonnes valeurs d'autrefois. Et alors, ce qui est triste, on imagine la jeune Marie-Claire qui accède à l'écriture, qui accède à la publication, qui voit son livre paraître, excitée. C'est une rareté, publier un livre à cette époque. Et elle est boycottée par la Revue dominicaine, qui était un lieu où se faisaient les recensions d'ouvrages. Oui. Et les Dominicains ont quand même été des acteurs importants de la vie intellectuelle dans l'histoire du Québec, entre autres. Et c'est pas la communauté la plus conservatrice, loin de là. Mais... Donc, c'était quelque chose de lourd. De pas être censé. Et c'est une déception parce qu'on publie, on veut entendre parler de l'ouvrage, on veut que ça rayonne et elle s'y attendait. Elle était en droit de penser que dans telle revue, elle aurait forcément son compte-rendu. Et le rédacteur en chef, le père Lamarche, lui dit clairement que tant qu'elle soutiendra cette doctrine anti-chrétienne du suffragisme, il ne glisserait pas un mot de son ouvrage dans la revue. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle a aucun recours contre ça, hein. Ah ben non. Mais non, je veux dire, elle abandonne pas. Non, elle n'abandonne pas, elle continue à publier. Elle va surtout, je devance peut-être un peu vos propos. Non, mais allez-y, on y arrivait. Ben, elle va surtout publier une biographie de Jeanne Mance. C'est vraiment son chef-d'œuvre, son œuvre qui positionne Jeanne Mance avec force de documentation. Là, c'est la force. On a souligné, toute la critique de l'époque soulignait à quel point le travail était fait minutieusement. C'est publié en 1934. 1934, effectivement. 500 pages quand même. C'est un lourd volume, très documenté. Et là, on va vraiment la décorer pour ça. Elle recevra des prix, prix David, un prix de l'Académie française. Donc, il y aura quand même une belle reconnaissance autour de cet ouvrage. Louise Bienvenue, est-ce que cette biographie de Jeanne Mance, c'est la première tentative de reconnaître le rôle de cofondatrice de Jeanne Mance? C'est clairement le travail de Marie-Claire de Belluy qui affirme le rôle de cofondatrice et ça prendra jusqu'en 1992, je pense, avant que la Ville de Montréal la reconnaisse, l'admette comme cofondatrice. Donc, alors, c'était pas chose faite dès sa publication. Il semble que c'est Édouard Zotique-Massicotte qui l'ait pisté un peu vers la grandeur du rôle de Jeanne Mance, au-delà de son rôle d'infirmière. Et alors, elle va vraiment pousser beaucoup cette thèse-là, souligner à de nombreuses reprises dans l'ouvrage, l'expression cofondatrice revient. Et c'est à l'égal de Monsieur de Maisonneuve. C'est sûr qu'elle la présente dans une complémentarité des rôles, comme on le faisait à l'époque. Jeanne Mance est la bonne conscience, généreuse, la mère des colons. Alors, on est un peu dans le care. Était dans le care, absolument. Et donc, très typique, ah oui, absolument, en anglais surtout, c'était dans l'esprit du féminisme maternaliste de l'époque. On reniait pas qu'il y ait une distinction nette des rôles féminins et masculins, les femmes étant naturellement enclines à l'éducation et aux soins. Mais dans l'égalité, c'était ça la variante féministe de l'affaire. Et donc, elle est tout à fait dans l'esprit de cette époque-là. Chose qui, moi, j'ai trouvé intéressante aussi par rapport au parcours de Marie-Claire de Belluy, c'est cette idée aussi, bon, évidemment, les historiens n'évoluent pas dans le cercle universitaire. Donc, il y a aussi cette idée de s'adresser au plus grand nombre. Donc, elle a écrit des sketchs sur l'histoire. J'ai essayé d'en trouver. Ah ouais. Et j'en ai pas trouvé. Vous savez que ça fait plusieurs années que je travaille sur cette biographie. J'ai pas encore eu accès aux enregistrements audio. Donc, je sais pas c'est quoi encore la voix de... Oui, on m'a dit qu'à Radio-Canada, aux archives, il y avait des enregistrements. Mais j'aimerais l'entendre, mais je l'ai beaucoup lu, je dois dire, parce que tous ces sketchs sont écrits et ils sont accessibles aux archives à Ottawa. Ces archives ont été versées à Ottawa. C'est quand même un peu... Pour une nationaliste. En fait, c'est le Canada français. C'est dans l'esprit du Canada français. Absolument. Et puis son cousin était impliqué. Enfin, il y a toute une histoire. Mais ces sketchs-là, témoignent bien. Peut-être pour les situer, c'était à l'émission Radio Collège.
qui est une émission, on en a même vu un précurseur de la Révolution tranquille. Là. Ouais. C'est une émission de formation, d'éducation, on pourrait dire large, culturelle et scientifique. Et puis, elle était bien sûr concentrée sur l'histoire du Canada. Et puis, elle écrivait des petits sketchs, des petites pièces qui mettaient en scène des personnages historiques. Et c'était beaucoup écouté, c'était quelque chose de fort apprécié. Et ça lui a permis de faire rayonner justement l'ensemble de ses connaissances, mais plus largement qu'à travers des écrits qui sont toujours un peu nichés et d'un marché éditorial qui est toujours un peu restreint. Et donc, elle a toujours eu ce souci-là d'allier recherche savante et vulgarisation. Là, je le dis peut-être dans des termes un peu trop contemporains, parce que plusieurs intellectuels de l'époque faisaient un peu des deux. Ouais. Hein? C'était des polygraphes qui faisaient un peu des deux. Et chose aussi fascinante, pionnière de la littérature jeunesse, avec la série des aventures de Perrine et Charlot. Oui. Alors ça, c'est qui se vendront à 33 000 exemplaires. Oui, c'est vraiment un best-seller. C'est le premier roman jeunesse, dit-on. Là, bon, elle va d'abord publier ça sous forme de feuilleton dans une revue qui s'appelait L'Oiseau bleu, qui était la première revue francophone destinée aux enfants. Encore là, on voit l'historienne à l'œuvre parce que cette aventure-là de deux jeunes orphelins français qui, par le hasard des événements, se retrouvent sur un navire en partance pour la Nouvelle-France. Oui. Et au fond, on les voit comme ça cheminer à travers de multiples aventures. C'est surtout Charlot qui a des aventures. Finalement, Perrine est beaucoup en attente. Eh ben. Curieusement. Eh ben. Ouais. Et alors son féminisme ne transperce pas de toutes parts partout. C'est ça, De toute évidence, pour elle, il y a ce côté pédagogique, mais ce qui fait la force de son récit, c'est sa capacité à raconter. Donc, elle est aussi, et là, je me tourne vers ma collègue littéraire, là, elle a ces outils-là de savoir raconter, faire des rebondissements, savoir attirer la jeunesse par des récits qui sont accessibles. Quand on les lit de nos jours, on se dit, mon Dieu, c'est surprenant que des jeunes du primaire ou du secondaire puissent lire ça, aient pu lire ça, parce que c'est dense, c'est assez chargé, il n'y a pas ce souci de si grand allègement qu'on peut percevoir dans les publications contemporaines. Il y a quand même un vocabulaire un peu recherché, mais elle a rencontré son public, mais elle a su rejoindre le jeune public qui aimait voir justement des enfants représentés comme acteurs dans ces récits-là, ce qui était nouveau pour Est-ce que ça se termine avec des bisous? Parce que là, aujourd'hui, j'avais le commentaire avec mon amoureuse, on regarde des livres avec Miville qui a 2 ans et quelques mois. Évidemment, il est un peu plus jeune que le public de Perrine et Charlot, mais j'ai remarqué que tout se termine avec des bisous dans les livres aujourd'hui, puis les enfants vont être déçus. Je dirais que c'est un peu quand plus ils vont tragique. sortir des livres, parce que oui, hein? Je trouve que nos enfants manquent de tragique. Alors, je sais pas si c'est le tragique qu'on aimerait réhabiliter. Je crois pas, parce qu'il y a beaucoup de méchants Iroquois qui lancent des flèches, qui font des scalps. Alors, on est dans une autre sensibilité. Une autre sensibilité, vous le dites bien. Donc, Marie-Claire Daveluy, toute féministe qu'elle soit, elle n'a pas que des côtés innovateurs. Hein. Elle participe au roman national de son époque, avec ses aspects, justement, avec la création de l'altérité. Merci, Louise Bienvenue. On va s'arrêter là parce que je veux que les gens lisent votre portrait. De toute façon, Louise Bienvenue, vous restez avec nous parce qu'on va rester dans la même période, mais on va changer de domaine d'études. On va s'en aller en santé. Alexandre Clay. Je rappelle, vous êtes professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa, doctorat spécialisé... En fait, vous avez travaillé sur l'histoire des sciences? Oui, moi je travaille sur l'histoire des sciences de la santé. Voilà. J'ai travaillé sur l'histoire de la santé mentale, l'histoire de la psychologie, puis l'histoire de la désinstitutionnalisation psychiatrique. J'invite les gens à vous suivre sur Twitter parce que c'est là que je vous ai découvert, à une époque où c'était agréable d'être sur Twitter. Ouais, ça l'est moins en ce moment. Vous avez probablement les suggestions de lecture les plus nichées. Et vous donnez le goût de lire, en fait. C'est ça qui est intéressant. Bon, on va parler de Charlotte Tassé, personne extrêmement importante. Oui. En sciences infirmières, dans les soins... Comment on dit? Sciences des soins infirmiers, sciences... À Ottawa, on parle du nursing, fait que ça marche moins bien, mais on a fait des sciences infirmières. OK, voilà. Sciences infirmières. Charlotte Tassé, née à Saint-Georges-dans-Rivière. C'est les pièges. Tout près de Saint-Jean-Richelieu, Alexandre Klein, en 1893. Bon, encore une fois, il faut quand même le dire, pour les femmes de cette époque-là, l'accès au savoir fallait être issu souvent de la bourgeoisie. Il fallait avoir un peu d'argent.
Oui, il fallait avoir un peu d'argent, il fallait avoir une famille qui nous soutient, ce qui est le cas de Charlotte Tassé parce que ses parents appartiennent à une petite bourgeoisie campagnarde, donc son père en fait a des terrains qui fait entretenir par d'autres gens, des terrains qu'il a eu parce que son père à lui était médecin et qu'il avait fait un petit peu d'argent. Et donc la famille Tassé vit très correctement, ils ont une très belle maison à Colombage dans le village qui fait un peu la fierté de la famille. Elle va étudier chez les Sœurs de la Présentation. C'est pas spécifié où exactement? En fait, elle a commencé au couvent du village. Okay. Les Sœurs de la Présentation de Marie avaient ouvert un couvent à Henryville. Okay. Puis ensuite, elle va aller se poursuivre sa formation secondaire, en un certain sens, à Roxton Falls, dans le canton de l'Est. Il y a le train qui se rend dans ce temps-là, fait que ça se fait bien. Bon, elle va partir pour Montréal pour devenir garde-malade. Et là, je veux qu'on parle de ça tout de suite. À quelle époque on cesse de dire garde-malade et qu'on parle d'infirmière? Ça va être beaucoup plus tard, à partir des années 50-60, mais c'est un vrai débat, c'est-à-dire que dans les années 20, dans les années 30, les deux termes existent. En France, on utilise plus infirmière, au Canada, on utilise plus garde-malade, mais il y a des débats au sein même des gardes-malades pour savoir est-ce qu'on devrait prendre l'un, on devrait prendre l'autre, notamment quand on va créer différentes sous-professions, on va réfléchir à l'usage des termes. C'est une expression qu'on entendait encore dans les années 70-80. Ah, tout à fait, oui. Ou des personnes plus âgées aussi, je pense qu'ils avaient gardé cette appellation-là. Elle se destine à la pratique privée? Le contexte est assez simple, c'est que la majorité des hôpitaux sont dirigés par des communautés religieuses. Et donc Charlotte Tassé étant une infirmière laïque, elle a été à la première école de garde-malade francophone laïque qui est à l'hôpital Notre-Dame. Et ben elle peut pas vraiment rentrer à l'hôpital. Ensuite, parce que c'est des religieuses qui tiennent les hôpitaux et elles forment leurs propres infirmières religieuses. Et donc les laïcs ont plus tendance à aller travailler dans le privé. Et puis il y a une petite bourgeoisie canadienne-française qui a cet argent-là pour prendre du personnel à domicile en fait. Et donc une fois qu'elle finit sa formation en 1917, elle va travailler pendant une année, alors un peu partout à Montréal et autour, pour travailler chez les gens. Donc il s'installe chez les gens puis il passe plusieurs semaines au chevet des malades. Et là évidemment, on parle de l'ACFAS, donc des figures marquantes de l'histoire des sciences, et vous le dites dans le portrait que vous brossez de Charlotte Tassé, c'est qu'elle s'ennuie un petit peu à travailler comme ça dans les maisons privées. En effet, la première année où on peut deviner que la stimulation intellectuelle de quelqu'un qui réfléchit ou qui est en train de réfléchir à son métier, c'est pas suffisant. Oui, puis en fait, elle est aussi en train d'apprendre son métier, puis elle est pas tellement convaincue encore c'est 100% ça qu'elle veut faire dans la vie. Elle le dira plus tard, mais en effet, elle s'ennuie clairement. Alors, elle est au chevet de la femme d'un gérant de banque à Nicolet, puis elle écrit à sa famille qu'elle s'ennuie profondément. À Nicolet. Et donc, elle a peut-être d'autres ambitions. Je pense qu'elle a aimé aussi l'hôpital et le côté dynamique, l'urgence un peu de l'hôpital. Et donc, elle s'en va se former à New York. Elle s'en va à New York pour suivre un stage de perfectionnement. Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que c'est une bravade à l'époque? Non, c'est pas une bravade. De partir à New York à étudier? C'est assez courant. Il y a des échanges beaucoup, notamment dans les sciences de la santé, pour aller se former soit en Europe, soit aux États-Unis, pour les hommes. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ça. C'est dans ce contexte. Pour les femmes, c'est un peu plus rare, et notamment pour les infirmières, mais... On sait aussi que les religieuses vont beaucoup aller se former à l'étranger, vont beaucoup aller chercher des savoirs, aller exporter leur propre savoir aussi à l'étranger. Fait que ça arrive, mais ça démontre déjà un certain caractère marqué. Elle va parfaire sa formation en nursing psychiatrique. Ça, c'est le côté un petit peu mystérieux parce qu'on a assez peu d'archives, en fait, à la fois et sur la formation qui lui est donnée. Donc, elle va au Bellevue Hospital, qui est un grand hôpital à New York et qui est très connu parce que c'est un hôpital général, mais qui a intégré de la psychiatrie en son sein dès le départ. Donc, on suppose qu'elle va se former en nursing psychiatrique parce que, en effet, après, elle va travailler dans ce domaine-là. Oui. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi, et le peu de correspondance qu'on a parle plutôt des relations avec sa famille. C'est la guerre aussi, donc c'est aussi ses frères qui doivent partir à la guerre, puis qui n'ont pas vraiment envie, qui vont se cacher, etc. On a plus ce type de discussion dans la correspondance que des informations sur la formation qu'elle reçoit. Est-ce qu'on peut supposer, puis là vraiment, je lance des pistes, justement, puis là c'est difficile encore de se remettre en contexte de la guerre qui est en Europe, des gens partent, il y a la conscription. Est-ce qu'on peut supposer qu'il y avait une détresse psychologique chez assez de personnes pour que d'autres personnes comme Charlotte Tassé puissent avoir envie de parfaire leur connaissance? Là, je sais que je non, pas peut-être, mais pas du tout, mais parce que c'est difficile de se mettre dans le contexte d'une guerre mondiale. Oui, mais à quelques années près.
Parce qu'en effet, les militaires qui vont revenir de cette Première Guerre mondiale vont revenir choqués au sens propre du terme, et ils vont devoir réintégrer la société, et clairement ça va faire avancer la science de la santé mentale, parce qu'on doit s'occuper de ces gens qui reviennent, qui sont blessés, pas forcément physiquement, mais qu'on a du mal à remettre dans la société. Mais là on est en 1918-1919, on est un tout petit Mais la guerre bat son plein quand même. La guerre bat son plein, mais Charlotte Tassé, quand elle est à New York, elle est là 6 mois, un peu plus de 6 mois. Elle était en 1918. Puis elle bat son plein en Europe, mais pas ici. Ça lui passe un peu à côté. Voilà. Il y a la conscription, mais à part ça, elle n'a pas l'air de trop le subir. OK. Donc, à son retour de New York, il y a une figure importante, on peut le dire, Albert Prévost, qui va lui offrir un poste. Oui, qu'elle va refuser. Dans son tout nouveau sanatorium. Oui, alors Albert Prévost, on utilise d'habitude le mot de sanatorium pour parler des endroits où on accueille les tuberculeux. Oui. Pour qu'ils aillent respirer au grand air et se mettre au soleil du solarium. Mais c'est aussi un endroit où on va accueillir des gens pour le repos en général. Et donc ça va devenir aussi le nom d'un certain nombre de centres psychiatriques qui apparaissent dans les années 20 et qui sont des endroits où on veut un peu se distinguer des grands hôpitaux psychiatriques, et on dit c'est simplement des lieux de repos. Il y a ce côté que c'est pour éviter le stigmate de la folie, parce que c'est des centres privés aussi, donc qui visent une clientèle quand même un petit peu plus aisée, qui a l'idée de dire si votre enfant est un petit peu différent, si votre femme est un petit peu fatiguée, vous n'allez pas l'envoyer à l'asile parce que c'est stigmatisant, parce qu'elle n'est pas folle, et donc elle est peut-être malade des nerfs, et donc on va l'envoyer dans une maison de repos. Et donc Albert Prévost, lui, il a découvert ça en Europe. Il a découvert notamment la psychothérapie, la manière de traiter ces malades nerveux-là, et il importe en fait ce moyen de traitement au Québec. Et il ouvre donc une petite structure, donc c'est une toute petite maison qu'il achète au bord de la rivière des Prairies. Dans le nord de la ville. De exactement, à Cartierville. Et donc il se dit on va recevoir quelques patients, et il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de cette maison-là, parce que lui, il a une chaire de recherche, la première chaire de neurologie de l'Université de Montréal, qui n'est pas encore exactement l'Université de Montréal, qui est la succursale de l'Université Laval à ce moment-là. Et puis il travaille à l'hôpital aussi, puis il fait des consultations privées un petit peu partout, donc il n'est pas là très souvent. Et donc il a besoin de quelqu'un, il cherche une infirmière qui a de l'expérience, qui a plus de 35 ans, et donc quand il parle au téléphone avec Charlotte Tassé, Charlotte Tassé elle a 25 ans, puis elle lui dit moi j'ai pas l'expérience, puis j'ose pas. Et qu'il va un peu forcer, il va un peu alors peut-être qu'on était déjà en pénurie aussi de main d'œuvre, mais il va insister vraiment, et donc elle va accepter, mais se devenir seulement pour 2 semaines en formation, puis elle restera 40 ans. Elle a un caractère très affirmé, très, très fort, et on retrouve moins ce syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure dans la suite de sa carrière, mais clairement au départ, elle hésite. Elle a 25 ans parce qu'elle a 25 ans. Jeune. Elle n'a pas tant travaillé que ça. Elle a fait une année en service privé à gauche à droite, puis elle sort seulement de sa formation de psychiatrique. Et là, se retrouver dans une maison, gérer toute la maison, gérer aussi les infirmières avec lesquelles elle doit travailler, et les patients, même si on compte que quelques patients au départ, c'est quand même un gros défi. Elle n'avait pas de modèle non plus à cette époque-là. Il n'y avait pas de chef infirmière à imiter dans laïque. En fait. Laïque, exactement. Il y en avait chez les religieuses. Donc elle inventait en quelque sorte une façon d'être. Il faut faire une distinction, c'est qu'elle est laïque dans sa pratique. Elle est complètement religieuse personnellement, elle est très croyante, elle est très attachée à tout ça, mais c'est pas elle n'a pas choisi de devenir religieuse pour devenir une infirmière. Elle va finir par accepter. En fait, elle va accepter pour 2 semaines. Finalement, elle va rester là jusqu'en 1963. Oui. Jusqu'à ce qu'on la mette dehors. Oui, c'est ça. Mais ça, vous me devancez. Elle va y habiter même. Elle va y habiter. Elle a une chambre, puis elle va vivre là pendant ses 44 années. C'est quand même. C'est une vocation. C'est un Finalement, elle aurait peut-être dû rentrer dans les chez les sœurs. Et sans doute, elle avait un esprit d'indépendance qui aurait très mal convenu à la vie communautaire. Tout en étant croyante. Tout en étant croyante, tout en étant dévouée. Mais je pense que certaines femmes savaient très bien que cette vie-là n'était pas pour elles. Il y avait toujours un homme au-dessus, même dans les congrégations religieuses de femmes. Il y avait toujours un homme au-dessus pour dire ce qu'il fallait faire. Bon, Charlotte Tassé va aussi devenir quelqu'un d'important pour la formation, pour réfléchir aux soins infirmiers dans une perspective même canadienne-française. Comment ça s'articule? Très clairement, le modèle, il n'existe pas encore. Ce qu'elle va créer, c'est-à-dire ce qu'elle va affirmer, c'est-à-dire un modèle canadien-français du soin infirmier. Au Canada anglais, il y a des nurses, donc des infirmières anglophones qui sont formées d'une certaine manière, qui sont un modèle qui est tiré d'Angleterre, de Florence Nightingale. Puis au Canada français, il y a les religieuses hospitalières, et puis il y a ces infirmières laïques qui disent nous on essaye d'exister entre ces 2 modèles-là, entre les religieuses hospitalières puis entre les nurses anglophones. Et puis elles voient bien qu'elles travaillent pas de la même manière, qu'elles n'ont pas la même conception, et donc elles vont l'affirmer comme un vrai modèle de soin en disant en fait regardez notre histoire. Puis on en revient à ce que disait Louise tout à l'heure. Jeanne Mans, notre modèle, notre première infirmière, Jeanne Mans, elle est laïque, puis elle soigne d'une certaine manière qui n'est pas de la même manière que font les anglophones, et donc
Charlotte Assé va s'inscrire dans cette filiation-là en disant il faut qu'on montre que le Québec, que le Canada français soigne différemment et surtout que ces infirmières sont à la hauteur des infirmières anglophones. Et est-ce que ce désir-là, cet écho-là est entendu? Est-ce que la profession médicale... j'imagine qu'il faut que la profession médicale en général embarque, les médecins, entre autres. J'imagine qu'il y a une hiérarchie aussi. Oui, puis ils vont assez vite embarquer parce que on est dans un contexte aussi qui sont les années 20, qui sont les années 30, qui sont un contexte très nationaliste. Oui. On l'a dit tout à l'heure. Oui. Et donc, l'idée qu'il y ait des femmes qui puissent venir comme ça soutenir ce mouvement-là, elle va être soutenue par des médecins, mais aussi par des grandes figures du nationalisme comme Édouard Montpetit, qui a été un ami d'Albert Prévost et donc qui va venir soutenir ce mouvement-là. Et on entend dans les discours cette idée selon laquelle... à travers Jeanne Mance, la garde malade, en fait, c'est la figure de la femme canadienne-française. Et donc, la garde malade, c'est celle qui prend soin de la survivance du peuple canadien-français. C'est grâce à ces femmes-là. On est dans ce discours-là, auquel elle participe d'une certaine manière, en tout cas, qu'elle va pousser, qu'elle va mettre de l'avant dans ses publications. 1938, élaboration de la première formation en neurologie et en psychiatrie pour les infirmières. Oui, donc en fait, dès qu'elle rentre au sanatorium Albert Prévost en 1919, elle va ouvrir une école tout de suite au sein de ce sanatorium-là, parce que c'est une tradition dans les hôpitaux d'ouvrir des écoles, mais aussi parce que ça offre de la main-d'œuvre pas très chère d'avoir des étudiantes, mais aussi parce qu'elle a cette ambition déjà pédagogique de vouloir former d'autres infirmières. Et puis, plus les années passent, plus, on l'a dit avec la Première Guerre mondiale, ça va commencer avec la Seconde aussi, mais il y a ce mouvement de développement de la santé mentale, de prise en charge de santé mentale, tout le courant de l'hygiène mentale aussi qui apparaît aux États-Unis à la fin des 1918-1919, puis qui va se développer dans les années 20. Donc il y a un grand intérêt pour... C'est quoi, c'est les grandes lignes du courant de l'hygiène mentale? L'hygiène mentale, c'est de dire que la santé mentale, c'est un petit peu plus que la maladie mentale, déjà, et que donc on ne peut pas simplement enfermer les gens dans les grands asiles et qu'il faut offrir à la fois de la prévention dans la communauté, mais aussi une prise en charge qui soit peut-être un peu plus ouverte que simplement les mettre de côté de la société. Et donc ce mouvement-là, il se développe, et il y a un intérêt pour Charlotte Assé de dire, moi, les infirmières que je forme dans mon école à Albert Prévost, je les forme comme des infirmières un peu généralistes, avec des petits plus pour qu'elles puissent gérer les malades nerveux, un petit peu différents qu'il y a dans le sanatorium. J'aime bien le terme, nerveux. Et c'est vraiment ça. Et donc, elle voit l'opportunité de se dire, on pourrait développer une formation plus avancée pour avoir du personnel plus formé. C'est aussi que dans les années 30 se développe un certain nombre de nouvelles thérapies qu'on va appeler les thérapies de choc. Alors, on connaît très bien la sismothérapie, donc les électrochocs, mais l'insulinothérapie, tout ce genre de thérapies qui vont venir choquer les gens. Et on a besoin de personnel formé, infirmier, pour suivre les malades dans ces thérapies. Il y a quand même un désir au-delà d'offrir d'ouvrir une école pour avoir des étudiantes qui vont être de la main-d'œuvre à bon marché. On veut quand même aussi... Elle a le désir de professionnaliser un peu... Tout à fait. Le métier de garde malade. Oui. Puis elle, c'est même plus que ça. Elle veut donner des responsabilités aux infirmières. Toute sa vie, elle va dire que les infirmières, il faut qu'elles soient plus que des assistantes. Elle est encore là-dedans aujourd'hui. Quand on parle des réformes en santé, on a encore cette réflexion-là. Et au contraire, pour elle, il faut que les infirmières sont au cœur des hôpitaux. Il faut que ce soit elles qui gèrent les hôpitaux, en fait, comme le font les religieuses, mais il faut que ça existe du côté laïque. Et donc, il faut que les infirmières deviennent des gestionnaires d'hôpital, deviennent des enseignantes et s'occupent de l'hôpital, et que les médecins soient en fait des intervenants dans ces hôpitaux-là, gérés par des infirmières. Et puis, c'est ce qu'elle va faire dans son institution, elle. 1950, ouverture de l'école de garde malade auxiliaire. Et là, vous écrivez que par ce geste, elle crée une nouvelle profession qui n'existe pas. On est déjà en pénurie d'infirmières. C'est un motif récurrent au cours du XXe siècle. Ce qu'elle voit, c'est qu'aux États-Unis, il existe une profession qui s'appelle les practical nurses, puis qui sont en fait formées très rapidement, 12-18 mois, puis qui vont pouvoir faire une grande partie du travail infirmier, mais pas l'ensemble. Et elle se dit, ça c'est super intéressant pour nous au Québec. Fait qu'elle va étudier la formation des États-Unis, elle va aux États-Unis, elle rencontre des gens, etc. Puis elle ramène ça, et elle dit, j'ouvre une école où je forme d'abord 12, puis ensuite 18 mois, des infirmières qui sont pas des sous-infirmières, qui sont des infirmières formées, mais qui font une partie du travail que peuvent faire les infirmières, en laissant l'opportunité aux infirmières qui font 3 ans de formation de faire des gestes plus techniques. Ça marche très très bien. Très pratico-pratique. C'est très pratico-pratique. Puis ça embarque tout de suite. Le comité des hôpitaux du Québec voit ça avec des yeux qui brillent et va l'aider donc à mettre en place des écoles un peu partout, parce que ça permet aussi d'ouvrir des écoles dans le Québec, dans les petites villes du Québec où il n'y a pas d'hôpitaux, donc où il n'y a pas de grandes écoles d'infirmières, et donc tous les plus petites villes du Québec vont se fournir comme ça en école d'infirmières auxiliaires. Et en effet, elle crée à
proprement parler la profession qui existe toujours aujourd'hui. Il faut garder en tête, c'est des gens aussi qui réfléchissent au métier et qui ont envie de transmettre un savoir. Elle va créer une revue qu'elle va diriger pendant 30 ans, la Garde-Malade canadienne-française. En décembre 1927, il y a une réunion. En fait, il y a une revue qui existe déjà depuis 1924 au sein de l'Université de Montréal qui s'appelle La Veilleuse, puis qui fonctionne pas très très bien, qui en fait est l'écho de cours spécialisés qui ont été donnés à l'Université de Montréal. Et donc la même équipe de base se dit faudrait qu'on recrée une nouvelle revue, mais qu'on l'ouvre un petit peu plus. Et ils vont confier à Charlotte Tassé la tâche de diriger cette revue-là. Et c'est un mensuel, donc qui chaque mois transmet, pareil, qui à la fois transmet des connaissances scientifiques sur la médecine, des connaissances techniques de sciences infirmières, donc comment faire des bandages, comment faire un certain nombre de gestes, et puis qui partage aussi des expériences d'infirmières, qui va devenir en fait ce qu'elle se propose d'être dès le début, mais que ça va assez bien réussir, la voix des gardes-malades canadiennes françaises, et un moyen pour elle de se faire entendre. Et d'en faire un univers, en fait, partagé. Exactement. Ça contribue beaucoup à forger une identité professionnelle. Oui, je pense à diffuser ce que tu disais tout à l'heure, le modèle vraiment typiquement canadien-français de l'infirmière versus la nurse. Ouais, c'est vraiment ce travail-là. Puis ça va être aussi un lieu de mobilisation pour un certain nombre de revendications des infirmières, où Charlotte Tassé va utiliser sa revue pour faire valoir la voix en effet, de ce qui devient un corps professionnel à part entière, à partir du moment où il a une voix unique, en fait. Et ces revendications-là vont arriver assez vite. 1929, s'organise un congrès international des infirmières à Montréal et les francophones sont écartés de l'organisation. Il y a beaucoup de méprise, mais en effet, donc c'est un grand congrès. Il y a beaucoup de méprise ou de mépris? Les deux, probablement, mais il y a aussi, au départ, beaucoup de méprise. Il y a un grand congrès qui est organisé, 6000 infirmières qui sont attendues à Montréal du monde entier. C'est des gros événements, les congrès internationaux. Puis là, il y a un comité qui est mis sur pied, puis ça devait se passer en Chine. Finalement, ça se passe au Canada parce que la Chine il y a des troubles révolutionnaires en ce moment-là. Et donc, le Canada reprend, en fait, l'organisation de ça un peu tardivement. Ils mettent sur pied un comité. Puis là, il y a une représentante des francophones, mais elle est irlandaise et américaine, puis elle parle pas vraiment français. Il y a du changement dans l'organisation, fait que personne le voit tout de suite. Donc, il se passe plusieurs mois où il y a plus de représentante. Puis là, Charlotte Tassé, évidemment, elle apprend ça. D'autant plus que c'est dans un contexte où les organisations professionnelles vont commencer à demander de l'argent, à dire au Québec, l'association des gardes-malades enregistrés de la province de Québec va dire on augmente un peu notre bon d'adhésion parce qu'il faut donner de l'argent pour le congrès. Puis là Charlotte Tassé est comme vous nous demandez à toutes de l'argent, puis il y a même pas de francophones dans le comité d'organisation, c'est impossible. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va commencer à publier les lettres qu'elle échange avec l'association dans la revue. Et elle va dire à ses collègues, c'est indécent, il faut faire quelque chose, il faut se mobiliser. Et elle organise une réunion à Montréal où il y a 200, presque 300 infirmières qui viennent de tout le Québec pour réfléchir à la position des gardes-malades canadiennes françaises par rapport à ça. Et au début, leur point, c'est de dire, nous, on viendra pas. Ça se passe à Montréal, mais on va pas venir, on va se détacher. Et l'événement est tellement gros qu'il y a un journaliste de la presse qui est présent qui pense qu'il y a une nouvelle association d'infirmières qui se crée, tellement le mouvement gros. Et donc, il titre le lendemain ça dans la presse. Alors, c'est pas vrai, mais pour dire que l'événement a été important. Et finalement, elle va, grâce à la revue et grâce à sa mobilisation et grâce à l'aide aussi, par exemple, d'Édouard Montpetit, faire entendre cette voix-là. Et il va y avoir des francophones qui vont être intégrés. Et le congrès va très bien se dérouler. Et puis, elles vont aussi en tirer beaucoup de gloire, même si finalement le congrès se passe entièrement en anglais. J'imagine, là, je pose une question que la réponse est évidente, mais j'imagine que les communautés, les associations professionnelles de gardes-malades et de nurses à Montréal, entre autres, c'est deux univers complètement parallèles ou il y a... Non, c'est ça. Il y a au départ, c'est vraiment les anglophones qui vont s'organiser, puis les francophones vont s'organiser ensuite, mais la création de l'association des gardes-malades enregistrés de la province de Québec et l'idée qu'il faut que les gardes-malades s'enregistrent à partir de 1920. Et prouver leur formation, j'imagine. Exactement. Aussi. Oui, c'est l'idée qu'on peut prouver qu'on est formé, donc on s'enregistre en tant que garde-malade. Ça tend à unifier un peu les deux communautés. Voilà, et à ouvrir aussi cet espace pour que les gardes-malades canadiennes françaises puissent dire, on est majoritairement des francophones, en fait, dans ce groupe-là. Or, les têtes pensantes de ces associations-là sont souvent des anglophones encore au départ. Et donc, il y a tout ce travail-là qui est fait de militantisme, en fait, pour dire, regardez, c'est nous la majorité, puis on a des choses à dire, et peut-être qu'on a des choses qui sont un petit peu différentes de ce qui se passe en Ontario, de ce qui se passe dans le reste du Canada. Et on veut faire entendre cette voix-là. C'est peut-être encore plus difficile pour la profession infirmière, parce que le modèle anglais a une telle puissance symbolique et réelle, c'est-à-dire que c'est associé, comme tu le disais très bien tout à l'heure, à Florence Nightingale, qui est
la Britannique fondatrice de profession, etc. Ouais. Et donc, il y a un chemin à parcourir pour affirmer autre chose que cette nurse anglaise là qui se dégage comme le premier modèle professionnel. Je sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Tout à fait, ouais. Mais en fait, c'est une question d'organisation et de conception du rôle de l'infirmière. Et la nurse, l'idée de Florence Nightingale, c'est de dire qu'il faut que les infirmières soient formées. Très clairement. Ouais. Et donc ça lance en fait la professionnalisation un peu à travers le monde des infirmières. Alors même si c'est pas la première, on sait qu'en Suisse en fait ils étaient là avant, mais ça c'est une autre question. Et donc le modèle de Florence Nightingale va se répandre un peu dans le monde avec l'idée qu'il faut ouvrir des écoles pour former du personnel qualifié en fait, mais que ça laisse aussi l'infirmière dans une forme de subordination par rapport à un système médical qui est dirigé par les médecins, alors que l'expérience qu'il y a au Canada français, c'est que depuis toujours c'est les religieuses qui dirigent les centres de soins et qui les dirigent de manière autonome. Donc oui, il y a des médecins, mais soit ils sont pas directement impliqués, soit ils sont impliqués par la bande, et donc il y a cette idée dans le Canada français que les femmes peuvent être à la tête. Le médecin n'est pas au centre des soins de santé comme dans le milieu anglophone. Exactement. Est-ce que je comprends bien la différence? Les hôpitaux, et puis je parle sous le contrôle de Louise aussi, hein, je veux pas dire n'importe quoi, mais les hôpitaux anglophones sont en effet souvent aussi plutôt des hôpitaux privés, ils vont être dirigés par certaines communautés religieuses, mais il y a plus cette ambition aussi de créer des hôpitaux privés qui sont dirigés par des médecins et donc qui utilisent les infirmières comme subordonnés. Exactement, comme des subordonnés, comme du personnel subalterne, alors qu'il y a une tradition un petit peu différente dans le monde francophone et notamment dans la francophonie canadienne, parce qu'il y a ce groupement religieux qui a montré que les femmes pouvaient par elles-mêmes gérer toutes les instances de l'hôpital, depuis les finances jusque vraiment les soins aux malades. Et les médecins sont leurs employés. Et les médecins sont leurs employés. C'est intéressant, ça, comme modèle alternatif dans la société canadienne-française de l'époque, j'imagine. C'est inspirant parce que c'est ce que veut faire Charlotte Tassé, puis c'est ce qu'elle va réussir à faire dans son institution. En disant, moi je reprends ce modèle-là, puis je le décléricalise, en fait. Mais quand elle rachète, donc en 1945, son institution, le Sanatorium Albert Prévost, elle le rachète sur ses propres deniers. Et elle va en changer l'organisation et elle va installer 8 femmes, je pense exactement, au comité d'administration, et le bureau médical qui est composé entièrement d'hommes est soumis au conseil d'administration qui est entièrement dirigé par des femmes, soit anciennes infirmières, soit infirmières toujours en pratique. Et elle est la directrice de ce conseil d'administration. Tout ça, à l'époque, avec tout ça se passe très bien. Où les gens, il y a des Eugédius fauteux qui... Non, tout ça se passe très bien. Qui chiquent la guenille. Non, tout ça se passe très bien, puis ça va être célébré. On parle du premier hôpital qui est dirigé uniquement par des femmes et qui sont pas donc des religieuses, et c'est le cas. Et ça marche très bien parce que ça fonctionne en fait, et que Charlotte Tassé, en plus de gérer sa revue, en plus d'avoir ses écoles, elle fait connaître le centre Albert Prévost. Elle en fait un centre de recherche et de formation psychiatrique de premier ordre. Elle invite des gens de l'étranger pour donner des conférences. Ça devient un centre très important de la santé mentale à Montréal. Est-ce que le trauma des grandes guerres, a pas mis de côté la part des femmes? Parce que vous me parlez de Charlotte Tassé qui dirigeait un hôpital. Les années 40, c'est aussi des gens comme la Poune dans le milieu culturel qui dirigeaient des théâtres, qui étaient des femmes de tête, des femmes fortes, mais le discours du militaire qui revient, on a peut-être oublié qu'il y avait des femmes qui dirigeaient des entités en santé, en culture dans les années 40 et qui n'étaient pas juste dans les usines à fabriquer des armements. Moi, j'ai l'impression que c'est la Révolution tranquille qui fait basculer les choses et qui fait en sorte que les femmes, dans le milieu de la santé en particulier, mais on peut voir aussi des équivalents dans le monde d'éducation où elles ont dirigé des grands couvents, quasiment des empires éducatifs. Là, il y a des communautés qui étaient énormes et qui avaient plusieurs écoles, donc tout un ensemble, une entreprise éducative. Et la Révolution tranquille met la hache là-dedans puisque au fond elle sécularise et qui remplace ces femmes dirigeantes qui étaient beaucoup des religieuses, entendons-nous. Eh bien, ce sont de jeunes hommes sortis des universités, technocrates qui arrivent avec des formations de management, etc. Et alors qu'on voit la Révolution tranquille comme étant un progrès, on la lit comme ça, puis elle l'est à bien des égards aussi, mais sur le plan de rapport homme-femme, il y a des pertes en termes d'accès au pouvoir, en termes de possibilités décisionnelles. Et les religieuses parleront de purge.
parce qu'elles ont justement surtout laissé les postes très en hauteur dans les grands hôpitaux pour être remplacés assez cavalièrement par des jeunes hommes. Je dis jeunes, là, mais mais oui, on comprend. Ouais. Oui. Voilà. C'est ce qui est intéressant dans le cas de Charlotte Tassé, c'est qu'elle révèle en fait ça. C'est que on a longtemps vu la Révolution tranquille comme un mouvement de sécularisation qu'il a été. Sauf que ce que Charlotte Tassé, elle révèle, c'est qu'on n'a pas seulement tassé les religieuses, on a aussi tassé les laïcs. Et Charlotte Tassé, elle s'est fait clairement tasser. Oui. Et donc, on voit que ce mouvement-là de la Révolution tranquille qui met de côté les femmes, en fait, qui met de côté les femmes dirigeantes et qui les ramène, notamment dans le cas des infirmières, à un statut subalterne. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? C'est en 1963, donc, avec la commission Régnier. Oui, en fait, il y a un médecin qui arrive dans l'institution en 1957, puis qui s'appelle Camille Lorrain, qui va devenir un futur politicien connu. Et qui lui a pour ambition de clairement reprendre la main sur cette institution-là. Ouais. Et donc il va y avoir des tensions avec Charlotte Tassé pendant plusieurs années. Et puis donc en 1962, Camille Lorrain, qui a déjà beaucoup de contacts au sein du gouvernement, va en fait mobiliser le gouvernement le Sage, qui a aussi des intérêts dans la reprise des institutions. On vient d'en parler parce que c'est le temps de la Révolution tranquille. Ouais. Puis on veut reprendre en main les institutions. Et donc il met en place, le gouvernement met en place, un peu à la demande de Camille Lorrain, une commission d'enquête pour gérer, en fait, pour voir comment est gérée cette institution-là, qui est une institution qui est semi-privée, mais aussi semi-publique à ce moment-là. Il touche de l'argent du gouvernement. Et donc, à ce moment-là, Charlotte Tassé est clairement mise de côté. Elle est clairement tassée avec son mais je peux pas m'en empêcher, mais c'est vrai, c'est avec sa collègue avec qui elle travaille depuis vraiment longtemps, qui s'appelle Bernadette Lépine. Puis on va à la fois leur enlever leurs droits dans l'institution dans laquelle elles travaillent depuis 40 ans, puis on va les enfermer dans leur chambre, clairement. Elles vont être limitées à l'espace de leur chambre, elles auront plus le droit de voyager dans l'institution. Et on va mettre c'est violent. C'est très violent. On va mettre un administrateur provisoire en fait à la place le temps de l'enquête, mais en fait le temps de l'enquête qui va durer presque 2 ans. Bernadette Lépine va décéder entre-temps et Charlotte Tassé va finir par quitter et la fin de l'enquête est un peu étrange. Donc la commission fait état d'une tension et de caractère fort entre Camille Lorrain et Charlotte Tassé, ce qui est complètement le cas. Ouais. Et elle propose au gouvernement de dire il faut un peu retirer ces deux personnes-là, puis il faut placer des gens différents à la gestion pour rééquilibrer un peu l'institution. Ouais. Puis le gouvernement fait pas ça du tout. Il remet l'équipe Lorrain aux commandes et il donne un poste un peu honorifique à Charlotte Tassé, qu'elle va prendre un peu par dépit, mais clairement c'est déjà la fin de sa vie. Dans cette institution-là, elle a abandonné, donc elle va la regarder d'un œil un peu lointain, dépérir, parce qu'en plus, une fois que les psychiatres, les hommes vont reprendre la main sur cette institution, en fait, elle va faire que péricliter, au point que dans les années 70, le ministère va dire se tasser, puis ils vont le mettre sous tutelle de l'hôpital du Sacré-Cœur qui est juste à côté. Et donc elle ne va faire que dépérir cette institution une fois que Charlotte Tassé est partie. Et ça révèle encore une fois que en mettant de côté une femme laïque qui est à la tête d'une institution importante de soins du Québec, qui fonctionnait très bien et qui était reconnue et renommée à travers le monde, pas seulement au Québec. Et voilà, c'est aussi une volonté de mettre des hommes à la place, parce que Camille Lorrain, puis c'est très légitime de sa part de dire les hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux en général, et notamment ce qui tourne autour de la santé mentale, faut qu'ils soient aux mains des médecins. Il faut que ce soit les médecins qui dirigent et non plus soit les religieuses, soit des femmes. Et donc Camille Lorrain, il est dans cette vague-là d'affirmation de la profession psychiatrique aussi, qui apparaît au même moment, mais il a aussi les dents longues. Heureusement, Alexandre Klein, vous êtes historien de la santé. Il y a donc un travail aussi pour réhabiliter ces histoires-là, ramener ces récits-là qui datent d'avant la Révolution tranquille. Oui, tout à fait. Puis il y a un travail qui a commencé depuis maintenant longtemps, autour du travail notamment sur les religieuses. Micheline Dumont l'a fait aussi très bien, de montrer que il y avait des femmes, il y avait des espaces pour les femmes. La religion par exemple, l'éducation aussi, le travail infirmier, qui étaient aussi des espaces pour que les femmes puissent exister en société. Et donc on pouvait avoir des carrières, exactement. On pouvait devenir des personnes importantes et pas seulement être confiné à la maison. Il fallait faire le choix de pas être marié, mais ça c'est une autre question, pour les infirmières en tout cas. Mais on pouvait exister dans la sphère publique à travers ces espaces-là. Puis ça, en effet, il y a eu un coup d'arrêt à la Révolution tranquille où il y a quand même en tout cas dans le domaine qui est le mien, que je connais, des sciences de la santé, une remasculinisation de l'espace, clairement. Alexandre Klein, merci. On va aller lire, évidemment, le portrait que vous brossez de Charlotte Tassé plus en détail dans le livre. Mais là, je veux qu'on fasse un saut dans le temps puis qu'on change encore de domaine d'études, qu'on se lance en littérature avec Claude Zarabi et la figure de Jeanne Lapointe.
Jeanne Lapointe, née en 1915. Première femme à se joindre au corps professoral de la Faculté des lettres de l'Université Laval en 1940. En fait, je corrige d'abord. Jeanne Lapointe n'est pas la première femme professeure à la Faculté des lettres de l'Université Laval. En 1939, en fait, elle est arrivée comme chargée de cours en 1939, mais en 1940, là, elle se joint au corps régulier. Oui. En fait, elle est la deuxième femme, en fait, la première femme professeure de littérature, mais la deuxième à être à la Faculté des lettres. Et la première, c'était Agathe Lacourcière-Lacerte, qui est arrivée l'année juste avant, en 1938, qui, elle, enseignait la langue espagnole. Et Agathe Lacourcière-Lacerte, en fait, elle est la première, jusqu'à ce jour, en tout cas, la première femme professeure dans le réseau francophone universitaire au Québec. C'est fou, ça. Donc, l'Université Laval, on pourrait dire, est assez pionnière de ce point de vue-là. Oui. Les deux ont été embauchés au cours d'été, qui était organisé par Alphonse-Marie Parent, qui va diriger la commission Parent dans les années 60. Donc, il y a quelque chose d'assez avant-gardiste, peut-être, comme le cours d'été est comme une porte d'entrée pour les premières femmes professeurs à l'Université Laval. Il y a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ouais. Le déclic de travailler sur Jeanne Lapointe, il vous est venu d'où? Merci pour la question. C'est rare que je parle de ça. Moi, je suis avec Jeanne Lapointe depuis 2003. J'ai commencé ma maîtrise en 2003 et c'était mon directeur qui m'a fait rencontrer, entre guillemets, Jeanne Lapointe en me faisant lire un texte phare de Jeanne Lapointe qui est quelques apports positifs de notre littérature d'imagination qui a été publié dans Cité libre en 1954 et qui a un peu peut-être clos, en fait, les grands débats sur des anciens et des modernes en littérature. Là. Donc, on est vraiment dans des débats cité-libristes avec cet article-là qui a fait connaître Jeanne Lapointe aussi dans les années 50 dans le milieu universitaire. Et donc, c'est mon directeur, François Dumont. On le salue. On le salue vraiment grandement. Donc, qui m'a mis sur sa piste. Et à ce moment-là, personne ne savait qui était Jeanne Lapointe, même les gens qui était à l'Université Laval alors qu'elle venait de partir. Elle a pris sa retraite en 1987. On était en 2003, puis là, tout le monde me regardait. Mais qui est Jeanne Lapointe? C'est fou, Pourquoi hein? travailles-tu sur elle? Donc, j'ai eu à justifier quand même beaucoup ce sujet-là. J'ai fini ma maîtrise en 2007, puis à partir de là, il y a d'autres personnes aussi qui ont pris le relais, dont Mylène Bédard, qui est actuellement ma directrice de thèse, que je salue aussi, et qui s'est beaucoup attardée à Jeanne Lapointe, qui l'enseigne même dans ses cours maintenant. Donc, on est ailleurs, là, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué à la faire connaître. Peut-être nous resituer son époque et qu'est-ce qui, elle, l'a animée dans sa réflexion sur la littérature d'ici? C'est ça. En fait, dans les années 40, quand elle commence, elle est vraiment une jeune femme, là, autour de 25 ans. Je pense 24 même. Donc, dans les années 40, elle est plutôt en apprentissage. Elle est même embauchée comme professeure de grammaire française. Et c'est le titre qu'elle va avoir toute sa vie, mais en fait, très rapidement, elle va enseigner la littérature moderne, actuelle, littérature française, même littérature russe aussi. Un bout de temps, elle était reconnue comme une spécialiste de Tchekhov. Donc, elle dérogeait beaucoup aux règles. Elle était supposée avoir un corpus classique, puis bon, elle envoyait Tchekhov dans ça. On sent un peu l'idée de cette volonté de faire connaître ce qui est actuel et un peu plus tard ce qui est canadien-français. Et dans les années 50, c'est vrai qu'elle est mise en valeur, mais dans un contexte où c'est comme l'âge d'or des intellectuels universitaires qui vont être médiatisés. Qui prennent parole Publiquement, puis c'est vraiment dans des réseaux très serrés, en fait. On parle de ses amis, en fait. On parlait de Marie-Claire Daveluy qui prenait ou pas des verres avec cette congrégation d'hommes. Comme héritière, Jeanne Lapointe fait partie du Boys Club, on s'entend. Donc, elle prend des verres avec Gilles Marcotte, avec Jean Lemoine, qui est son grand ami. C'est une clique et ils sont à Radio-Canada, à Cité libre, au Devoir. Donc, c'est des gens qui se mettent à avoir une influence, ils ont une présence récurrente, notamment Jeanne Lapointe à Radio-Collège, dont on a parlé plus tôt. Pour elle, c'est important aussi de faire ça. Donc, elle tient une chronique de littérature où elle va faire comme des analyses pour
le large public, entre Et guillemets, faire de connaître Radio-Canada. faire connaître des nouveaux courants Tout de à fait. pensée, de critique. Exactement, très, très moderne. Et elle va en arriver aussi même à la télévision, quelques passages à la télévision, notamment avec Robert Élie, Jean Lemoine toujours, et Arthur Tremblay, si je me souviens bien. Donc, on est vraiment dans un moment où les intellectuels universitaires sont vraiment très, très visibles. Ouais. C'est vraiment la décennie 50 qui fait ça. Contrairement à et Jeanne aujourd'hui où ils sont en train de détruire l'Occident. Si on ouvre le genre de Montréal. Lapointe, bien entendu. Louise, bienvenue. Oui, ben j'écoute Claudia, puis c'est très intéressant là, ce portrait des intellectuels qui se tiennent ensemble, qui refont au fond la société, n'est-ce pas, à travers ces occasions de rassemblement. Mais alors l'idée, la question me vient, est-ce qu'il y a des liens à établir avec le Refus Global, avec le groupe des automatistes? Est-ce que tout ce beau monde-là se parle et se côtoie? En effet, parce que, en fait, Jeanne Lapointe, qui est née en 1915, est exactement de l'âge de la génération qu'on dit de la relève, la revue La Relève, dont sont héritiers les gens qui ont écrit Refus Global, notamment. Dans ces revendications-là d'une modernité artistique, d'une autonomie de l'artiste, autonomie aussi de la pensée, de la critique, Jeanne Lapointe est beaucoup dans cet argumentaire-là, tout comme Jean Lemoine, qui était de cette génération-là, de cette équipe de la revue La Relève. Donc, c'est vraiment des gens qui ont vécu assez durement le cléricalisme, leurs études, l'autoritarisme du clergé et qui sont un peu en crise spirituelle, c'est-à-dire que ils ont la foi catholique, mais ils sont en conflit avec l'autoritarisme du clergé et essaient de se resituer là, dans les années 50 idéologiquement autour de ces questions-là. Et c'est vraiment un déchirement qui traverse toute leur vie. Claudia Raby, est-ce que j'ai l'impression qu'on mesure mal comment ça pouvait être un tiraillement pour des intellectuels de l'époque qui ont la foi? Parce que je sais qu'aujourd'hui, on est tellement plus là-dedans par rapport à la religion catholique, parce qu'il y a des gens qui nous entourent qui ont la foi. Souvent, on les musulmans, entre autres, je pense que ça vient nous confronter beaucoup parce qu'on a complètement évacué ça. Puis je trouve qu'on doit avoir de la difficulté aujourd'hui à se mettre dans la peau des jeunes intellectuels qui ont envie de réfléchir au Québec d'aujourd'hui et de demain et qu'on peut pas laisser tomber nos croyances. Puis tu sais, je veux faire écho avec aujourd'hui parce qu'on a l'impression que c'est facile. Puis on dit à des femmes musulmanes, enlève ton voile si tu veux travailler, c'est simple. Puis quand on lit des portraits comme ça d'intellectuels, donc qui sont à l'époque dans l'avant-garde sociale à certains niveaux, le tiraillement est là quand même par rapport aux croyances. Tout à fait. Et même Jeanne Lapointe, plus tard dans sa vie, dans une lettre à Jean Lemoine, elle lui écrit, et c'est évident que les deux sont en connivence, là, elle dit notre fameux virus catholique avec lequel on vit. Pour elle, l'autorité du clergé a pourri quelque chose à l'intérieur de la foi. La foi qu'on voulait authentique, la joie spirituelle qu'on recherchait. Et ça fait que ces intellectuels-là vont mener un combat contre le clergé, mais d'une certaine façon, c'est ça. C'est un long tiraillement, mais c'est vrai que c'est difficile quand on lit les textes de l'époque pour nous de bien comprendre de l'intérieur ce conflit-là spirituel. Les textes sont assez denses. C'est une mystique qui nous est presque inaccessible. J'exagère un peu, mais c'est difficile d'y aller avec empathie aujourd'hui. Mais on les comprend, mais pas de l'intérieur. C'est intéressant. C'est intéressant. Parlons de Jean Lemoine. J'ai presque le goût de dire, des fois, j'ai des conversations avec des collègues où on dit, mon Dieu, il faudrait rééditer les textes de Jean Lemoine qui ne tiennent qu'en un seul recueil qu'il a lui-même construit, c'est-à-dire Convergence. C'est étonnant qu'on n'ait pas une mémoire plus précise de cet intellectuel. Pierre Neveu, je l'ai reçu l'année passée, puis il en a parlé parce que ça a été quelqu'un d'important aussi. Puis lui-même déplorait qu'on le lisait plus. Donc Jean Lemoine est un peu disparu. Grand essayiste. Oui. Mais en fait, dans une période circonscrite de l'histoire du Québec qui est pré-Révolution tranquille. Et pourtant, ces textes sont très modernes sur la condition des femmes. Il y a beaucoup écrit là-dessus. C'est un des premiers féministes, on pourrait dire, homme. Je pense qu'il faut dire allié aujourd'hui. Allié aujourd'hui, mais pour ne pas commettre... quoique le féminisme, pas tant que ça non plus à l'époque. Un défenseur du droit des femmes. Écrivez-nous! Choisir le bon temps. Qui d'ailleurs a publié dans Châtelaine. On a vraiment un essayiste particulièrement moderne, en contact avec des femmes modernes, de très près. C'est ça que ça prend, hein?
pour être un bon allié. Ben, tout à fait. Et il le dit, il est beaucoup inspiré par des femmes comme Anne Hébert, comme Jeanne Lapointe. Il nomme pas Jeanne Lapointe, mais on sait qu'ils se tiennent ensemble. Et pour Jeanne Lapointe, en fait, là, Jean Lemoyne et Anne Hébert, c'est deux grands complices de vie. Mais Jean Lemoyne a peut-être été oublié aussi parce que l'autre moitié de sa carrière, c'est d'avoir été, je vais dire, exilé en Ontario, auprès du cabinet de Pierre-Éliott Trudeau, son grand ami. OK, là, on comprend pourquoi il est disparu. On voit encore ces affiliations-là de Cité Libre. Pierre-Éliott Trudeau était dans l'équipe de Cité Libre, Jean Lemoyne aussi. C'est là que se consolide leur amitié et ça se poursuit. Là. Bon, on parlait du tiraillement entre la croyance, l'autoritarisme, et Jeanne Lapointe va aussi réfléchir à la littérature québécoise. Bien sûr. Qu'on appelait Canadienne-française à l'époque. C'est ça. C'est un de ses grands, c'est son grand apport. C'est une femme de lettres d'abord. Mais c'est complémentaire à ce qu'ont fait les historiennes, finalement. Jeanne Lapointe a beaucoup œuvré pour la reconnaissance d'un corpus national. Oui, spécialiste de littérature française, littérature russe, mais aussi, assez rapidement, elle va valoriser dans ses cours comme dans les médias des productions d'ici, notamment dans l'article que je nommais et qui a fait vraiment... Qui a fait école. Oui, qui a fait école et qui a créé un tournant dans la carrière de Jeanne Lapointe, qui est connue jusqu'aux États-Unis à ce moment-là. C'est dire, hein, comme elle a été occultée ensuite. Donc, elle va valoriser beaucoup d'écrivains et écrivaines de la littérature d'ici. Et je dis écrivains et écrivaines parce que c'est presque égal comme corpus. C'est assez spécial quand on analyse. Là. Elle va parler de Marie-Claire Blais, de Gabrielle Roy, d'Anne Hébert, bien sûr. Femme dont elle sera finalement la mentor, surtout chez Anne Hébert, mais beaucoup aussi Marie-Claire Blais. Donc, elle va les accompagner longtemps dans leur carrière d'écrivaine. C'est vraiment, on est dans une valorisation qui est assez particulière aussi parce que c'est très moderne comme façon d'appréhender les œuvres. Elle va pas... c'est une époque où les critiques d'œuvres littéraires, quand ils vont aborder les œuvres de femmes, vont aborder aussi leur statut. Ah, c'est une femme ménagère ou c'est une femme qui fait ci, elle est une mère, etc. On va aborder la vie privée des écrivaines. Elle n'est jamais écrivaine en premier lieu. Donc, alors qu'on fait pas ça avec les hommes, j'imagine. C'est ça, toute cette façon de considérer justement le savoir des femmes, les compétences, tout ça. D'ailleurs, c'est un héritage qui date. J'ai une petite anecdote. À l'Université Laval, en 1904, c'est là que Marie Sirois reçoit, est la première femme qui reçoit un diplôme universitaire. 1904, où on lui interdit l'accès à la cérémonie de remise des diplômes. Et on a encore le discours du recteur à ce moment-là qui dit... en fait, qu'on accepte quand même de créer des bas bleus. Bas bleu est une insulte pour réserver aux femmes qui ont des prétentions intellectuelles et littéraires, donc qui est encore en vogue, bien sûr en vogue au début du siècle. Et donc, on accepte de faire des bas bleus en remettant des diplômes aux femmes, mais en autant que la robe de leur modestie cache bien les bas bleus. Donc, c'est dire, c'est tout un héritage, ça c'est en 1904 bien sûr, mais l'expression bas bleu revient quand même aussi, même dans les années 40, là. Donc ça plane sur les gens. Jeanne Lapointe va dénoncer aussi l'emprise cléricale dans l'imaginaire littéraire d'ici. Est-ce qu'on peut le formuler comme ça? Oui. Surtout... Va revendiquer qu'on sorte de ça pour que la littérature d'ici s'émancipe. C'est ça. Elle dénonce une aliénation, clairement, l'aliénation canadienne-française, mais elle va aussi surtout valoriser la liberté de création, la liberté critique aussi, qui vont pour elle ensemble. Et même, elle va défendre aussi l'autonomie professionnelle des professeurs d'université sur les tribunes médiatiques. Là. Jusqu'à se pogner avec son propre doyen. Bien vu, Félix-Antoine Savard. Qu'on salue. Justement, en 1954. Lointain, grand-oncle, aïeul, peut-être, je sais pas. Non, mais... Le rapport était respectueux. C'est le même, c'est-tu le même que Menot, maître Draveur? C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, elle lui a soumis à l'avance son article parce qu'elle parle beaucoup de Menot dans son article et elle lui fait une belle place. Elle fait une belle critique de Menot et elle lui avait envoyé son article à l'avance. Et lui, a répondu ce qui a été publié dans Cité Libre, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'appréhension parce que ça ébranle beaucoup de convictions, ça semble sa façon de faire
faire de la critique semble ne pas aller pour la promotion du bien moral. Donc, Jeanne Lapointe est pas particulièrement contente de ça. Et dans le privé, elle va lui répondre par une lettre qui dit « Je ne vous ai pas soumis cet article-là pour approbation. Vraiment, en tant qu'écrivain, je voulais vous montrer que je parle en bien de vous. Mais c'est certainement pas pour savoir si j'ai le droit, là, en tant que professeur, de publier. J'ai mon autonomie idéologique. C'est pas acquis, ça? Oui, on est en 1954. Donc, la liberté académique. Liberté académique, exactement. C'est encore un sujet d'actualité. Oui. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de vagues. Oui. Mais ça révèle tout un caractère, hein, de pouvoir être comme ça frondeuse, ou en tout cas de confronter. Hein, l'Université Laval, on est à une époque où le cléricalisme triomphe. Que même les hommes ne confrontent pas. Absolument. La plupart le font pas. Là. Fait que vous avez raison de dire que ça parle beaucoup. On va se transporter en 1961. Rappelons, on parlait des tiraillements des intellectuels croyants versus le clergé. On a quand même nommé un membre du clergé pour la commission qui va réformer le système d'éducation. Monseigneur Parent était quand même quelqu'un d'assez progressiste pour un évêque. Évidemment. On a reçu Pierre Duchesne et Guy Rocher l'an dernier. On a eu la chance d'avoir Guy Rocher pour venir parler des deux tomes de sa biographie. Et il y a des passages assez... Moi, c'est la première fois que j'ai lu le nom de Jeanne Lapointe. C'est la mémoire de Guy Rocher, exact, qui se rappelle d'une femme frondeuse, oui, très progressiste, qui bousculait beaucoup les réunions de la commission parent et qui va en rédiger des grands pans aussi. Tout à fait. J'ai eu la chance, moi aussi, de faire une entrevue dans le cadre de ma biographie intellectuelle avec Guy Rocher, qui semble tenir à un peu réhabiliter le rôle de Jeanne Lapointe au sein de la commission parents. Elle était extrêmement progressiste et s'abrassait quand même pas mal, là, justement, dans les réunions, là, où elle confrontait beaucoup la vision de la seule autre femme qui était sur la commission parents, qui était une religieuse, donc Ghislaine Roquet, qui avait une autre vision. Et que Jeanne Lapointe... C'est quand même une religieuse assez progressiste aussi. Marie-Laurent de Rome, de son nom de religieuse. Exactement. Là. Oui. Parce que moi, j'ai lu aussi la biographie et j'étais pas d'accord avec cette vision très antagoniste entre les deux femmes. Moi aussi, en fait, je nuancerais, disons. Si vous voulez en savoir plus sur la commission parents, je vous invite à lire les deux tomes de la biographie de Guy Rocher. 1967, elle va se joindre à une autre commission, la commission royale d'enquête sur la situation de la femme, la commission Byrd. Et là, on va entendre un extrait d'une émission. C'est Femmes d'aujourd'hui. 1er janvier 1968, donc grande émission avec Aline Desjardins. Vous allez voir, on est en 1968. Ça mesure le chemin qui a été parcouru, qui est encore à parcourir. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, Mademoiselle Lapointe, mais il me semble que la situation de la femme s'est beaucoup améliorée d'une façon générale partout dans le monde et en particulier au Québec depuis quelques années et au Canada. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une enquête sur le statut de la femme au Canada? Oui, j'ai l'impression qu'il reste quand même beaucoup de problèmes. Parce que aussi les conditions changent très vite. Simplement, si on songe au cycle de vie. Au début de ce siècle-ci, une femme mettait ses derniers enfants à l'école, elle avait peut-être 50 ans, parce qu'elle avait beaucoup d'enfants, et puis peut-être qu'elle mourrait, elle, autour de 55 ans. Bon. Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, on calcule que, selon les statistiques, pour la plupart des femmes américaines, à 26 ans, leur dernier enfant est né. Ça veut dire qu'à 30 ans, l'enfant sera à l'école, et les possibilités de longévité, ça va jusqu'à 75 ans pour les femmes, 70 ans pour les hommes. Alors il va lui rester 40 ans, 45 ans de vie. Ça pose des problèmes d'une toute autre façon de se rendre compte. Ça va être aussi quelque chose qui va être important pour elle, de prendre en compte les enjeux sociologiques et psychologiques dans la façon qu'on éduque. Mm-hmm. La façon dont on représente aussi le rôle des femmes dans les manuels scolaires, notamment. En fait, Monique Bégin, qui était la secrétaire générale de la commission Byrd, témoigne aujourd'hui du fait que Jeanne Lapointe aurait été nommée à la commission Byrd en tant que femme qui n'est pas féministe. Parce que, semble-t-il, là, c'est les mots de Monique Bégin, mais drôle, pour elle, le féminisme, c'était des balivernes. Mais semble-t-il qu'il y a un point tournant quand même avec la commission Byrd. C'est vraiment une prise de conscience pour Jeanne Lapointe. Et
on peut dire aussi que c'était un peu présent aussi. Dans la commission parents aussi, elle a beaucoup milité pour la mixité à l'école, l'accès des filles aux études supérieures. Ouais. Jeanne Lapointe, en 1980, a écrit un texte où, là, vraiment, elle est dans la prise de conscience et la dénonciation féministe. Dans les années 80, c'est vraiment pas un problème pour elle d'être dans l'action féministe. Et elle a dit que pour les femmes de sa génération, pour les chercheuses qui sont actuellement dans les années 80 à l'université, rentrer dans le système scolaire, c'est aussi intérioriser de la misogynie vraiment institutionnelle. Ouais. Et elle appelle ça un travestissement culturel. Je pense que l'expression est vraiment très bonne pour parler de cette idée que elles vont se déguiser, aller intérioriser les valeurs patriarcales. Pour pouvoir évoluer plus facilement dans ce milieu-là. Elles vont s'intégrer à l'institution. Jeanne Lapointe fait partie de cette génération-là où il faut être comme les hommes pour pouvoir s'intégrer. Ensuite, un peu plus tard, elle va, à l'intérieur de l'institution, transformer les règles ou contribuer à les transformer. C'est l'idée d'entrer sur la patinoire. Oui, justement, dans cette équipe de gars. Oui. Tout à fait. Donc, on est dans cette idée de travestissement culturel-là. En 80, elle en parle à rebours. On peut penser qu'elle y est dans les années 50-60. Ouais. C'est sûr qu'elle ne veut pas dire « je suis féministe ». Elle va être rejetée du Boys Club. Là. Mais elle voit bien qu'il y a des choses qui clochent. Elle va partir étudier en France, à Paris, au début des années 70, et revient avec une perspective psychanalytique. Oui, elle est allée... C'est quand même drôle, ça. En fait, qu'elle va abandonner. Oui, c'est ça. Elle est allée faire des études lacaniennes. Donc, hautement héritée aussi de la perspective freudienne. Très à la mode, Jacques Lacan. Exactement. Et elle va aussi avoir une formation de psychothérapeute à l'Institut de psychothérapie de Québec. Elle va exercer la psychothérapie aussi. C'est intéressant, ça. Vraiment. Plusieurs facettes. Oui. Jeanne Lapointe a un arc, un éventail assez diversifié de compétences. Ça l'intéresse, l'âme humaine, ça l'a toujours intéressé, l'être humain qui est derrière la création littéraire notamment, mais aussi derrière toute personne. Mais les théories freudiennes, elle les trouve phallocentriques. Ces idées de l'envie du pénis, tout ça, elle s'en moque beaucoup. D'ailleurs, c'est un peu drôle de lire Jeanne Lapointe dans ces années-là parce que c'est des revirements absolument délicieux, une ironie incroyable sur les théories freudiennes qu'elle va retourner à l'envers finalement. Mais est-ce qu'il y avait un regain à cette époque-là de ces idées-là et que, dans le fond, c'est un passage obligé pour poursuivre un parcours universitaire? Étant donné que Jeanne Lapointe est constamment à l'affût des nouveaux mouvements, je crois qu'elle était dans l'air du temps, là, ou peut-être un peu à l'avant-garde, comme la plupart du temps, mais très, très moderne dans ses perspectives. Il faut dire que par la suite, en 78, elle va participer à la fondation du groupe de recherche multidisciplinaire féministe. Oui, à l'Université Laval. On s'éloigne de Freud. Vraiment. Mais en fait, c'est comme un tremplin. C'est se mettre à contre-jour d'une théorie qu'on a adoptée, mais qu'en fait, on est capable d'avoir un point de vue critique. Donc, c'est exactement ce que fait Jeanne Lapointe. Et là, elle est en fin de carrière. Elle est pleinement mature et toujours à l'affût continu des mouvements très actuels. Et là, les conditions des femmes, notamment à l'université, ça lui importe beaucoup. Là. Elle va même elle va recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière, le prix Elsie Grégory McGill en 86, et elle va recréer avec les fonds une bourse pour les projets féministes. Ça va vraiment lui importer de laisser un héritage parce qu'elle-même a toujours finalement œuvré pour valoriser les chercheuses, puis aussi valoriser les écrivaines. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué en coulisses finalement, mais qui a été vraiment d'une influence importante sur le milieu de la recherche, mais aussi sur le milieu littéraire en tant que tel. Je peux poser une question? Ben oui, Alexandre, oui, c'est juste que la psychanalyse est clairement en déclin dans les années 80 au Québec. Oui. Par rapport aux années 50 ou aux années 60 par exemple. Mais je me demandais si elle n'avait pas été chercher Lacan parce que il y a chez les structuralistes dont Lacan fait quand même partie toute cette théorie de l'auteur et de l'absence d'auteur, de la disparition de l'auteur qui va rejoindre peut-être le côté littéraire, mais je connais pas ses positions littéraires par rapport à ça. Mais il y a tout dans le structuralisme chez Michel Foucault par exemple, l'idée que l'auteur est mort et qu'on fait disparaître l'auteur. Est-ce que c'est pas par ce biais-là que Lacan l'intéresse?
Ça se peut, mais disons que j'ai pas d'appui formel mais là, c'est pour une me hypothèse prononcer. intéressante. Exactement. Si on regarde le parcours de Jeanne Lapointe, c'est probablement plus ça. Que la psychanalyse dans les années 80 Oui, au Québec. voilà. Ouais. Mais là, on Voilà. est, on est La dans les grille, années 70 ouais. quand Ouais. c'est Vous avez son vu? intérêt pour Mais la je psychanalyse. dirais que la grille psychanalytique offre une alternative, une solution alternative forte en termes d'interprétation quand on délaisse le cadre nationaliste, Ouais. patriotique, Ouais. régionaliste. Il y a des Tout à choses qui coup, s'ouvrent hein, quand il y a- on... Oui, Oui. et puis, mais en revanche, on tombe pas dans le vide en empruntant la psychanalyse, qui est Ouais. très forte dans les salons parisiens à cette époque-là, parce qu'il y a quelque chose de tout aussi rigide, en quelque part, là, Ouais, en fait termes qu'on est- de propositions on est confortable. interprétatives. C'est une nouvelle rigidité. C'est Camille Je Laurent. dirais ça. Je Ouais. dirais ça, moi. Ouais. Oui. Mhm. Elle est décédée en 2006. Décédée en 2006. Est-ce que vous l'avez rencontrée? Non, malheureusement. J'ai commencé à travailler sur elle en 2003, mais on m'a un peu déconseillé d'aller la voir. Ah ouais, hein? Puisque ses facultés étaient grandement atteintes. Ouais. Donc, c'est Des ça. fois, donc. c'est peut-être mieux aussi quand on travaille sur quelqu'un de garder une distance. Exact. Ben, merci. Voilà. Je rappelle, on parle d'un livre où il n'y a pas que des femmes. Si jamais il y a des gens qui font comment, là. Mais il y en a d'autres aussi dans le livre. Ouais, puis c'est Irma Levasseur, Thérèse Gouin-Descaries, Corinne Galland en philosophie. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Déjà que les femmes sont moins souvent mises de l'avant en sciences, et là, c'est dans des domaines qu'on les attend encore moins. Vraiment, il faut se procurer ce livre. Faire connaissance 100 ans de sciences en français, c'est publié chez Cardinal. Alexandre Klein, Claudia Raby, Louise Bienvenue. Merci, c'était passionnant, vraiment. Merci. 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 Alors voilà ce qui conclut ce 36e épisode. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Alexandre Klein, Louise Bienvenue et Claudia Raby. Je remercie donc mes invités. Je remercie aussi l'ACFAS d'avoir accepté de faire cet épisode en partenariat. Là, j'avais dit sur Facebook, pour ceux qui suivent la page de la balado, qu'il restait dans le fond seulement un épisode. J'ai écrit ça il y a 2 ou 3 semaines là, parce qu'il y a des gens qui pensaient que la saison était finie. Parce que je parlais avec Hélène et God que je me sentais en vacances, tout ça. Puis là, les gens disaient « Hey, c'est-tu le dernier épisode? » J'ai dit « Non, il en reste 3. On en a fait un la semaine dernière. Il y a celui-ci avec l'ACFAS. Et la semaine prochaine, il y aura pour la Saint-Jean-Baptiste une grande discussion que j'ai très hâte de faire avec Mathieu Bellil, retour d'Éric Bédard à la balado avec Melika Abdelmoumen et Nino Gabrielli, qui est bibliothécaire à l'Université de Montréal, qui est aussi qui se passionne des archives du Québec, qui a écrit un livre aussi sur Hubert Aquin et les médias, une grosse brique que j'ai reçue aussi cette semaine. Donc, il y aura une grande réflexion sur le pays, mais je vous dis pas lequel. Le Québec, le Canada, c'est Mathieu qui va nous l'offrir, puis on va discuter autour de ça. On va parler aussi de Speak White, on va parler du dernier documentaire de Losty Joe. Et ça devait être le dernier épisode, mais il va en avoir un autre après. Pour clore officiellement la saison 5, ce sera l'entrevue que j'ai menée avec Pierre Madeleine sur l'écofascisme. Alors, ce sera pour célébrer le 1er juillet, la fête du Canada. Et aussi, on termine en musique, bien sûr. Là, je pensais pendant que je faisais le montage de l'épisode, qu'est-ce que je pourrais mettre qui soit quand même en lien. Et j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé une pianiste qui s'appelle Emma Hoy Tsege Mariam Guébrou. J'espère que j'ai jamais parlé d'elle à la balado. En fait, je dis j'espère. Je dis ça pour pas que ce soit une redite. Sinon, tant mieux. Vous la connaissez déjà. Donc, je trouvais que c'est un destin qui pouvait s'apparenter à ce qu'on a présenté aujourd'hui. Donc, née en 1923 en Éthiopie, à Addis Abeba. Elle provient d'une famille relativement aisée. À 6 ans, elle est envoyée dans un pensionnat en Suisse. Et là, elle découvre la musique occidentale. Elle a 6 ans. Elle se met à étudier le violon. 1933, elle retourne en Éthiopie, fréquente la cour impériale. Déjà, elle a à peine 10 ans qu'elle a des convictions féministes. Elle veut faire sa marque. Arrive la Deuxième Guerre mondiale. Elle et sa famille se sont faits prisonniers par l'armée italienne. Elle revient après la guerre en Éthiopie, fréquente la haute société. Un des fils de l'empereur Sélassié, qui reconnaît son talent de pianiste, lui offre de lui payer un séjour en Angleterre pour qu'elle y perfectionne son jeu. Elle a déjà reçu une bourse de la Royal Academy of Music. L'empereur Sélassié refuse. Elle décide de s'enfuir de cette vie.
C'est un peu sur son profil de Wikipédia, c'est la formulation qu'on utilise. Puis je trouve que c'est une belle formulation. Elle se réfugie dans un monastère dans la province du Huelo et elle devient religieuse, recluse. Elle va continuer à jouer, mais vraiment sporadiquement. Elle change de monastère, finalement, où elle se retrouve. Il n'y a même plus de piano, elle ne peut plus jouer. Les conditions de vie sont tellement difficiles qu'elle tombe gravement malade. On doit la retourner chez ses parents. Dans les années 60, elle va continuer de vivre de façon monacale. Elle étudie la musique religieuse. Elle est touchée par la difficulté qu'ont les jeunes étudiants à mendier, à se nourrir dans son pays pour étudier la musique. Donc, elle va produire un premier album dont le produit de la vente va servir à des œuvres charitables pour les jeunes enfants qui veulent étudier la musique sacrée en Éthiopie. On va la redécouvrir parce qu'à partir des années 80, elle cesse complètement de jouer du piano. On la redécouvre en 2006 grâce à Francis Falsetto, qui est le producteur d'une série qui s'appelle Éthiopique, qui a une vingtaine de volumes et qui, dans le fond, remet de l'avant tout un répertoire de musique africaine oubliée. Et il y a une compilation de Tsege Mariam Gebru qui va sortir. C'est un peu comme ça qu'on a redécouvert cette pianiste. Voilà, vraiment un destin particulier. Alors, c'est ce que je vous offre aujourd'hui. C'est la première pièce de cet album de la série Éthiopique. C'est la pièce de Homeless Wanderer Emaoy Tsege Mariam Gebru. Elle est décédée il n'y a pas si longtemps, au mois de mars 2023. Alors, je trouvais que c'était encore plus intéressant de vous la présenter pour cette raison-là, pour un peu honorer sa mémoire. Grande musicienne. Alors voilà, je vous offre donc cette pièce. On se retrouve la semaine prochaine.